Salut Mathieu, comment tu vas? Salut Boris, je vais très bien, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Eh ben Et écoute, toi, comment ça va? ça va très bien. Écoute, c'est un grand plaisir de t'avoir sur l'alignement aujourd'hui. Alors pour la petite histoire, bon, on se connaît depuis un petit moment, hein, on- on peut dire qu'on est potes dans le business. Voilà, on s'appelle régulièrement pour échanger un peu sur nos sujets respectifs. Donc franchement, c'est vraiment un honneur de t'avoir aujourd'hui. Et voilà, ça fait un petit peu, à peu près plus d'un an, je pense qu'on se connaît. Tu m'avais invité sur ton Ouais, podcast à l'époque. un Et super moi, épisode sur la respiration. voilà, c'est ça. Donc, moi, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui sur l'alignement parce que t'as plein de sujets sur lesquels j'ai vraiment envie d'échanger avec toi. Toi, aujourd'hui, tu te présentes comme coach en personal branding. Alors, je pense que pour certains, ça faire écho chez certains. Pour d'autres, ils vont se dire c'est quoi le personal branding? Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet de cet épisode, est-ce que tu pourrais te présenter et comment est-ce que voilà, simplement, comment est-ce que tu en es arrivé à devenir coach en personal branding? Ouais, merci. En tout cas, c'est un honneur d'être ici sur ton podcast, Boris. Je précise aussi que je suis auditeur de ce podcast. J'ai écouté des épisodes Hmm. géniaux sur ton podcast, donc je passe après certains invités comme Édouard Schack, je sais pas comment on Stack, prononce ouais, son nom, super mais voilà, épisode. le dernier épisode qui m'a vraiment marqué, que je recommande à tout le monde d'aller Hmm. écouter sur l'alignement, c'est celui-ci. Donc voilà, immense honneur d'être invité sur ton podcast. Oui, ben, je vais me présenter. Alors, coach, oui, c'est vrai que coach en personal branding, ça peut paraître un peu nébuleux pour pas mal de monde. Ça fait déjà beaucoup d'anglicisme juste dans juste dans C'est clair. un nom de job, un nom de travail. Petite présentation sur moi. Moi, en fait, je fais du marketing, hein. J'adore créer des relations et du contenu. Ça fait bientôt 15 ans que je travaille, que je fais du marketing. Donc, soit je bosse sur ce qu'on appelle le growth, donc la croissance, Ok, soit de la vente en ligne. J'ai démarré par la vente en ligne, en réalité, par du e-commerce. Et, ok, euh, et tout ça, ça rentre dans un truc qui s'appelle le marketing et dont le personal branding ou marque personnelle fait partie. Donc je vais ok. expliquer un peu plus, un peu mieux ce que c'est. J'ai un parcours pro, c'est marrant, on est sur un podcast qui s'appelle L'alignement. Moi, j'ai un parcours pro qui est pas très efficace, enfin, en tout cas, qui de l'extérieur ressemble plutôt à une suite de pas de côté et de réalignement permanent, parce que mon alignement, c'est un truc, c'est un fil rouge. En tout cas, c'est une recherche. Mais j'ai remarqué en avançant que on n'était jamais totalement aligné, qu'on change, le monde change, on change en même temps, et donc ça nécessite parfois de faire des petits pivots, des petits pas de côté. Donc j'ai bien baroudé, j'ai été en fait dirigeant dans des grands groupes comme chez Unilever et LVMH, donc à des postes de Ok. e-commerce à l'époque. Puis j'ai été en start-up où là j'ai été directeur marketing, dernièrement chez Iconoclast. Et j'ai bossé aussi à mon compte. Je passe tous les projets ratés, bien sûr, etc. Mais là, je fais le schéma global. Ça fait 2 ans que je suis à mon compte. Donc, coach en personal branding, ça veut dire que j'accompagne des entrepreneurs, qui peuvent être des entrepreneurs indépendants ou Hmm. des dirigeants, à travailler leur marque personnelle, c'est-à-dire à communiquer en leur nom, à porter leur voix au service des objectifs de leur entreprise, au service, si possible, d'une cause qui les dépasse. Ok, Voilà à peu trop près ce cool. que je fais en français cette fois. Trop cool, trop cool. Avant qu'on parte sur la marque personnelle, je voulais revenir sur quelques points de ton parcours. Tu disais, tu as été dans une quête de réalignement. Quels ont été, toi, les grands moments marquants, entre guillemets, dans ta vie où tu t'es senti, où tu as eu besoin de te réaligner? Et quels ont été, en grosso modo, les changements que tu as mis en place? Ouais, il y en a eu plein. Je pense qu'il y a eu plein de moments, mais en gros, si je prends le schéma assez global, c'est que j'aimais pas trop l'école. Je me suis mis à comprendre qu'il fallait être bon à l'école pour pouvoir bien réussir dans la vie. Tu vois, ce truc qu'on nous insère là, cette espèce de programme qu'on nous insère. Bosse bien à l'école, puis tu verras, tu réussiras bien dans la vie. Et donc, en fait, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et donc, j'étais un peu en pilote automatique.
toute ma vie à faire travailler à l'école, du coup faire un bac S, du coup faire une prépa, du coup faire une grande école de commerce, du coup aller chercher dans les grandes écoles de commerce les boîtes un peu prestigieuses qui, pareil, par défaut, Hmm. en fait, qui ouvrent des portes plus qu'elles n'en ferment. Hmm. Et donc je me suis mis en... J'ai testé le conseil, j'ai testé le marketing, et en fait j'ai beaucoup appris, c'était génial. Mais j'étais tout le temps un peu par défaut, se fermer le moins de portes possible. Hmm. Et en fait, ça, c'est super, mais il y a un moment, faut se positionner quand même. Sinon, tu restes constamment à faire des choix par défaut. Et à faire des choix par défaut, bah, tu vis la vie d'autres gens. En fait, tu suis le flow et c'est pas Hmm. toi qui décides. Donc j'ai beaucoup été en pilote automatique. J'ai beaucoup appris, hein, j'ai beaucoup de gratitude hein, Hmm. pour tout ce parcours. J'ai la chance d'avoir eu un super parcours et d'avoir rencontré plein de personnes géniales au passage. Mais en gros, c'est vers premier vraiment désalignement, enfin, où j'ai senti un désalignement super profond qui m'a fait souffrir. Ça a été, j'en ai eu plein des petits, hein, mais le premier grand, Mhm. ça a été quand j'avais 27 ans. J'étais dans une maison du groupe LVMH qui s'appelle Make Up Forever. Ok. Et voilà, c'était juste pas du tout leur faute à eux, mais il y a des éléments de contexte et qui ont fait que je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je fous là? En fait, je me projetais plus du tout à 10 ans. Quand je voyais les gens qui avaient 10 ans de plus que moi et qui avaient bien réussi, ben chez eux ou dans d'autres boîtes, je me projetais pas du Tu tout disais, qu'est-ce que tu à fous ça. là-dedans, Et quoi. Hmm. ouais, et je me sentais bloqué aussi dans. Je me disais, putain, j'ai une bonne expertise dans e-commerce, je commence à être bon. Mais en fait, le e-commerce, c'est de la vente en ligne pour vendre des produits. Et même ça, je me disais, mais mince, en fait, cette expertise que j'ai, j'aime bien mon expertise, mais la finalité me plaît pas. Bon, là, Hmm. je vendais du make-up, mais ça aurait pu être autre chose. La finalité me plaît pas. Et donc, je me sentais un peu bloqué là-dedans. Je me disais, t'as une expertise qui, ça se trouve, te mène à un truc que t'aimes pas, donc faut tout recommencer de zéro. Voilà, un Hmm. peu là où j'étais. T'es dans des grands groupes où la finalité aussi, la politique, t'es le rouage de grosses machines. Hmm. Et en fait, plus tu vas avancer, plus tu vas faire de la politique et moins de l'expertise. Et moi, c'est ce que moi j'aime plus mon métier que la partie politique. Donc ouais, là, gros désalignement. Et me suis posé pas mal de questions. Ouais, vers 27 ans, j'ai commencé à avoir ouais, ce vide-là où j'y allais un peu en traînant des pieds. Et c'est là Ok. où j'ai fait un premier pivot. Ça a été assez long tout ça, mais vers la start-up où je me suis dit, bah là, au moins, je mets les mains dans le cambouis et je vais toucher à plein de sujets et il y aura moins de politique. Il se trouve qu'après 2 ans et demi de start-up, il y a d'autres trucs avec lesquels j'ai pas forcément été aligné. C'est C'était quoi en particulier? en fait, je me retrouvais déjà à bosser pour j'avais besoin de bosser pour une boîte qui était la mienne, de plus en plus être owner de mes. Moi, je bosse Hmm. beaucoup, donc de plus en plus, je me disais, attends, si je bosse et que je m'arrache pour un truc, faut quand même que je sois intéressé aux résultats, etc. J'ai quand même ce côté-là. Et en fait, c'était pas ma boîte. Donc, ça, c'était le premier truc. Ça, c'est très personnel. Deuxième truc, c'est que j'ai remarqué que la logique de politique qu'il peut y avoir dans les grands groupes peut aussi avoir lieu dans les startups. Startup aussi. Hmm. Et voire même, comme c'est moins cadré, qu'il y a des cultures souvent moins fortes, en tout cas qui ont été moins à l'épreuve du temps, il peut y avoir un loup dans la bergerie qui fout la merde. Désolé, mais voilà, ça peut beaucoup arriver. Et donc, euh, et donc voilà, il s'est passé aussi un petit peu ça. C'est que j'étais dans cette start-up génial jusqu'au moment où c'est moins génial et où en fait tout le taf que tu mets peut être un peu pourri par juste un déséquilibre dans l'équipe et ce déséquilibre peut arriver par une ou deux personnes et ça peut arriver très Hmm. très vite. Donc voilà, j'ai vécu un peu les hauts et les bas et en fait je me disais mais attends c'est bête parce que là t'aimes ce que tu fais, tu bosses énormément, mais tu vas pas être intéressé aux résultats de ce que tu fais et dans les startups tu bosses beaucoup quand même, hein. Tu te donnes vraiment, enfin en tout cas dans les startups naissantes, hein, là je T'étais à parle, quel stade tu j'étais bossais? Ta j'étais chez startup était en... Iconoclast, je suis arrivé, on était 3, je suis parti, on était Ok. 20, donc c'était vraiment early, ce qu'on appelle le C'est early très stage. early, ouais. Hmm. Tu te donnes ton sang pour le truc. Et en plus, je me disais, mais en fait, les aléas de l'ambiance, du résultat final, de ce qui fait que c'est bien ou pas, dépendent pas de moi, mais de qui rentre, de la culture. Et du coup, ouais, à un moment, j'étais plus forcément aligné ni avec les objectifs, ni avec la dynamique de la boîte. Et en fait, c'était moi, hein, enfin, et du coup, bah, il était temps de se réaligner. Et notamment, moi, c'était faire quelque chose, bosser pour un truc où j'ai plus la main, c'est-à-dire où j'ai plus d'impact sur la culture, sur les résultats, et qui correspond plus à une vision qui a du sens pour moi.
Et ensuite, ouais, choisir avec qui je bosse au quotidien. Voilà, il y avait ce truc-là pour moi en tout cas, et donc j'ai repivoté vers le fait d'être indépendant. Et là, tu vois, je suis indépendant depuis 2 ans, je bosse en solo. Mais Ça fait pareil, il pas y a longtemps, ouais. Ça fait pas longtemps ouais, finalement. ouais, ça fait pas si Ouais, longtemps, et à la fois, 2 ans de solo, t'as l'impression que ça fait 10 ans. Mais oui, oui, ça c'est fait pas ça. longtemps. Et à la fois, tu vois, je perçois aussi à la fois de l'alignement parce que je, je suis indépendant, et donc je fais mes choix de avec qui je bosse en tant que client, avec qui, ouais, avec qui vraiment je veux bosser, Hmm. comment je m'organise, et ça c'est génial. En même temps, j'ai besoin de voir du monde. Je suis beaucoup face à un écran et j'aimerais plus être dehors. Enfin, j'ai toujours des désalignements, et je sais qu'il y aura d'autres pivots Ça fait parce que moi, partie du mon rêve, process. Hmm. ouais, c'est ça. Moi, mon rêve, c'est juste. Enfin, quand j'étais petit, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais faire tout sauf être à un bureau. Bon, bah ça, tu vois, aujourd'hui, Hmm. j'y suis pas encore. Je suis toute Hmm. la journée face à un bureau devant un écran. Donc Je ça, c'est un, comprends. un Hmm. désalignement identifié que j'ai pas du tout craqué. C'est une énorme dissonance, Ok. tu vois. Donc j'ai encore Ok. beaucoup de dissonance. Super intéressant. Je voulais revenir sur qu'est-ce qui t'a amené. T'es dans la phase startup. Je connais très bien cette phase pour avoir aussi vécu dans cette Tu phase y as très été early, aussi. etc. Tu vises des alignements, tu te dis, ok, j'ai envie d'être à mon compte, j'ai envie d'être responsable de ce que je fais, de mes résultats, de voir avec qui j'ai envie de bosser pour avoir ce contrôle-là. Qu'est-ce qui t'amène je suis dans cette startup, je me barre et je me dis, ok, je me lance sur l'accompagnement d'entrepreneurs et dirigeants sur le marketing, la marque personnelle. Euh, la réalité, c'est que ça s'est fait, euh, ça s'est fait un peu par semi-accident. Ok. C'est que, en fait, bah, on revient sur. J'ai une expérience chez Iconoclash, je suis CMO, Chief Marketing Officer. Désolé, il y a encore un Donc anglicisme, ça veut responsable dire directeur marketing, quoi. marketing. Voilà. Voilà, mais en fait, dans une toute petite startup qui se développe, il faut se dire que le directeur marketing, en tout cas moi dans mon cas, bah, il s'occupe de la marque, donc du développement de la marque et du marketing, super. Mais il s'occupe aussi du développement de la croissance Hmm. et aussi de la partie commerciale. Donc j'avais un commercial dans mon équipe, etc. Et donc moi, mon rôle, c'était le chiffre d'affaires, en fait, hein. J'aurais adoré faire que des trucs de branding et de contenu, mais la réalité, c'est que mon quotidien, c'était il faut aller chercher du chiffre d'affaires et développer enfin, faire croître cette boîte. Et donc, on n'avait pas trop de moyens, comme beaucoup de boîtes au début. Et bah, le seul truc que j'avais, c'était un commercial. Ben super, si la personne qui arrive pour vendre, bah, il va pas faire grand-chose. Et on avait LinkedIn. On s'est dit, bah, en fait, moi, je me suis dit, bah non, mais en fait, faut prendre les trucs gratuits, quoi, c'est-à-dire tout ce qui est organique. Et donc, on a commencé à faire un peu de SEO, ça, c'était un point. On a commencé surtout à prendre pas mal la parole sur LinkedIn. Et donc, je me suis mis un peu à fond dessus, en Ok. encourageant aussi mon équipe. Donc, il y a Marie, que je salue, qui était et qui est toujours la CEO. Marie, il faut que tu publies sur LinkedIn. Et donc, j'ai commencé à moi publier et à Donc former un peu l'équipe, tu faisais à à être ton titre vraiment personnel, en tant que Mathieu Bernard, t'écrivais. en tant que Mathieu Bernard pour Ok. Iconoclast et en tant que tout le monde dans l'équipe pour Iconoclast. C'est-à-dire que le but, c'était qu'on prenne la parole. En fait, personne prenait trop la parole à titre personnel déjà. Donc, c'est dit, bon, là, il y a une opportunité. Et donc, en 2020, LinkedIn a évolué aujourd'hui, mais en 2020, tu pouvais faire encore plus de visibilité qu'aujourd'hui rapidement sur LinkedIn. Hmm. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, sans 1 euro de budget marketing, et en grande partie grâce à LinkedIn, on a fait le 0 à 1 million de chiffre d'affaires, tu vois. Ça nous a Waouh, permis canon. de trouver des partenaires, parce que c'était une école qui avait besoin de partenaires qui venaient intervenir, etc. Donc trouver des partenaires, trouver des clients, parce qu'Iconoclast vend aussi de la formation B2B aux entreprises, et trouver des investisseurs qui font que aussi grâce à LinkedIn et au fait qu'on fasse du bruit sur LinkedIn, on a pu lever, on a fait une levée de 3 millions d'euros à un moment qui nous a permis du coup d'avoir un peu plus de budget ensuite. Et on était quand même sur un business physique pendant le Covid. Donc si on n'avait pas eu de Ok. visibilité ou de crédibilité sur LinkedIn, Hmm. on n'aurait jamais levé 3 millions d'euros. Donc voilà, c'est pour dire que c'est pas que les clients, et c'était vraiment tout l'écosystème de partenaires qui nous a aussi donné de la crédibilité pour aller lever des fonds et en plus de trouver des clients. Donc ouais, LinkedIn a permis ça. Et à l'époque, j'appelais pas ça personal branding, mais en fait,
Mais en fait, ça en était. C'était que chacun, on communiquait en notre nom au service de la boîte. Et ce que j'ai fait qui a bien marché à l'époque, c'était que j'ai utilisé LinkedIn pour communiquer sur des lives que je faisais toutes les semaines, voire Ok. toutes les 2 semaines, voire toutes les semaines. Et avec c'était une école de vente. Et donc, je faisais vraiment des lives sur la vente avec plein de monde. Et en fait, on communiquait grâce à LinkedIn sur ces lives. Et ça nous a permis de lever quand même une belle audience, puisqu'on bénéficiait de gens qui étaient en place, qui venaient en live, qui allaient communiquer aussi sur le fait qu'ils faisaient un live avec nous. Bref, on a communiqué en notre nom, mais on s'est servi aussi, on va dire, de gens qui étaient déjà en place pour augmenter encore la crédibilité et les gens qui connaissaient Iconoclast. Ok. Et donc ça, c'était du personal branding à plusieurs, hein, parce que c'est plus puissant à Ouais. plusieurs. Je l'appelais pas comme ça, mais c'est comme ça que j'ai découvert, que je suis tombé dedans. Ouais. C'est Ok. sur LinkedIn en tout cas. Donc en fait, c'est un peu par hasard dans ta précédente boîte, tu vois qu'il y a une opportunité sur LinkedIn, tu développes une stratégie personal branding pour toi et toute l'équipe, tu vois que ça marche. Derrière, tu te dis, ok, là j'ai envie de changer de modèle, quitter la startup. Tu te dis, ok, bah j'ai ça comme compétence. J'imagine que ça te faisait aussi kiffer d'avoir développé toute cette stratégie-là. Et tu te dis, Mais ok, il y bien a une sûr, opportunité à prendre. C'est comme ça que ça se passe, quoi. ce qui est génial, c'est que là, en fait, je réutilisais mes compétences marketing, création de contenu depuis que j'avais déjà sur un truc qui me faisait kiffer. C'est-à-dire Hmm. que oui, en fait, développer une stratégie de communication organique avec à l'intérieur peut-être du SEO ou du LinkedIn, bah, ça reste du marketing. Et en fait, dans le personal branding, on va peut-être y revenir, mais il y a des notions de positionnement, de stratégie de contenu, de type de contenu, de développement d'audience. Et ça, c'est des logiques. En fait, on en revient toujours au b.a.-ba du marketing, mais là, je l'avais appliqué à LinkedIn, tu vois. Mais j'ai fait aussi une newsletter. Enfin bref, on était sur Ouais. du marketing organique. Et donc là, ouais, je me suis éclaté parce que je réutilisais toutes mes compétences. Et pour revenir tout à l'heure par rapport à ce que je disais sur mon parcours, c'est que là, je me sentais plus bloqué. Je me disais, ah, c'est cool, je peux le faire, mais pas juste dans un univers où je vends des produits en ligne. Enfin, je vends des produits e-commerce en ligne, quoi. Ok. Je vais, super intéressant. Je vais prendre un peu une posture de ultra débutant. Euh, Ouais, je connais pas du tout le personal branding. Je veux lancer mon activité. En gros, c'est quoi la différence entre développer une marque, imaginons que je vais donner le nom à une marque, je vais pas parler en mon nom, versus développer une marque personnelle. C'est quoi l'intérêt? Pourquoi est-ce que tu recommanderais de développer une marque perso versus simplement, bah, imagine, j'ai un service, donc j'accompagne des gens, je suis dans le coaching, j'ai envie de créer une marque, et toi, tu vas me dire, ok, bah, en fait, non, fais une marque personnelle. C'est quoi l'intérêt, en fait? beaucoup plus rapide par la marque personnelle. En fait, là, faut déjà c'est une très bonne question. En fait, faut déjà se demander quels sont les objectifs et donc quel univers tu joues. C'est-à-dire que si tu veux développer une marque qui n'est pas ta marque personnelle, c'est se demander est-ce que déjà je suis en train de développer une marque B2B, une entité qui va vendre des choses à d'autres entreprises, ou une marque B2C. Et là, c'est très très différent. Si tu veux développer Nike, pour parler à tout le monde, tu as tout intérêt à investir beaucoup dès le début sur ta marque Nike enfin voilà, il va y avoir un gros effort à mettre là-dessus. Ça va prendre du temps, mais c'est vraiment stratégique de le faire dès le début. Si tu es dans de la prestation de services aux entreprises, donc par exemple du B2B, et surtout si tu es indépendant et que tu développes un peu, je sais pas, ton agence, en fait, ta marque, elle a jamais vocation à devenir Nike. En fait, c'est des marques B2B connues, services aux entreprises connues. Enfin, je sais pas s'il y en a beaucoup, je sais pas si on interviewe les gens, je sais pas si beaucoup de gens pourraient sortir des marques même connues qui font de l'entreprise à l'entreprise. Donc en fait, on se rend bien compte que ça sert à rien de chercher à surdévelopper, surtout au début, une marque qui va parler aux entreprises. C'est bien qu'elle existe, d'avoir un truc cohérent. Je sais pas, j'appelle mon agence, je donne un nom quoi, qui est cohérent pour que le site existe, pour que la page existe, mais on va dire que le développement de la marque, ça va être du défensif, ça va être plutôt pour rassurer, c'est-à-dire que quand tu t'adresses à quelqu'un, qu'il aille checker, ils se disent tiens, il y a une structure qui existe avec un logo, ça explique les services, c'est rassurant. Ça vient plutôt soutenir et défendre ce que tu fais. Moi,
quand un indépendant se lance et qu'il est prestat de service, c'est rare qu'il fasse du service, qu'il fasse du B2C, hein, donc d'aller vendre des produits directement au consommateur final. Il va souvent aider d'autres professionnels ou d'autres entreprises. En fait, il faut se dire que, il faut s'imaginer, même quand il sera super fort, en fait, sa marque, elle sera pas, enfin, elle sera importante, mais ce sera pas elle que les gens verront en premier. Donc, c'est pas super stratégique de mettre beaucoup d'efforts sur la marque au début, mais qu'elle existe, c'est bien. En revanche, ce qui est super stratégique, c'est d'aller développer son personal branding. Bah, pourquoi? Ça va être pour être visible, pour être visible très rapidement. Si tu essaies d'être visible à travers une marque qui fait du service aux entreprises et qui est en plus naissante, pas connue, ça va être très très compliqué. En revanche, si tu veux être visible, si tu veux rendre visible ton savoir-faire à d'autres personnes et que tu es indépendant, c'est beaucoup plus simple de démarrer par son personal branding parce qu'on a tous déjà un réseau, on a tous des connaissances, des gens qu'on connaît, un premier cercle. Et en fait, ça passe beaucoup par là au début. Et donc, les gens vont beaucoup plus suivre et mémoriser une personne. En gros, sans le savoir, on a déjà tous une marque personnelle. Et donc, j'entends par là une petite visibilité, en tout cas au moins auprès de sa famille et de ses proches, une crédibilité auprès de ces gens-là, un petit réseau. Et donc, on est déjà bien plus avancé avec tout notre D'accord avec vécu toi. qu'une marque qu'on vient de créer dans notre chambre avant-hier. Donc, en fait, c'est plus un quick win. C'est, je dirais, personal branding quand tu te lances. Pourquoi le faire vis-à-vis d'une marque? C'est visibilité. C'est-à-dire que tu as des compétences, tu as un savoir-faire. Et ben, il va falloir aller équilibrer ce savoir-faire avec le faire savoir, c'est-à-dire aller donner de la visibilité à se faire savoir. Et les gens vont beaucoup plus suivre une personne qu'une marque. Ensuite, le fait de travailler de manière un peu plus profonde, le fait de travailler son personal branding va permettre de se poser certaines questions, on pourra en parler tout à l'heure, qui permettent de s'aligner avec son business. C'est moi, en travaillant ma marque personnelle, je suis bien obligé du coup de la réfléchir, puisqu'on parle de pro là, en fonction de mon business et donc de trouver l'alignement. Et souvent d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de différence au début entre sa marque personnelle et la marque de sa boîte, hein. Carrément, Surtout oui. si on est indépendant. Faut pas chercher à mettre des valeurs. C'est les valeurs, le positionnement, c'est la même chose. Et ensuite, ça va permettre aussi de bosser avec les bonnes personnes, de trouver les bons clients, les personnes avec qui tu partages les valeurs, etc. Et ça, c'est très difficile aussi. Si tu fais à travers une entité un peu froide, Je de suis trouver les d'accord avec. bonnes personnes. C'est beaucoup plus Ouais. facile quand tu communiques en ton nom, d'aller attirer des personnes avec qui ça résonne et d'aller trouver les bonnes personnes. Je suis assez d'accord avec Et ce point-là parce que ouais, j'espère que c'est clair. ça te permet vraiment en fait de créer davantage de connexions en fait. Les gens vont beaucoup plus se connecter avec un individu qu'une société, comme tu disais. Ça te permet vraiment de créer une connexion. Et un autre point aussi que moi je vois avec, tu vois, là ça fait quand même quelques années que je suis sur un modèle solopreneur aussi. C'est que l'avantage d'une marque personnelle, ça te permet de faire évoluer ton projet aussi en fonction de peut-être tes évolutions, tes pivots, tes centres d'intérêt, etc. Alors qu'une marque, ça sera beaucoup plus difficile à bouger dans le positionnement. Et j'aime bien cette idée que beaucoup de gens vont suivre ce que tu fais parce que c'est toi. Et évidemment, le sujet est sans doute un prétexte, mais les gens peuvent grandir aussi avec toi. Et c'est beaucoup plus simple de le faire avec une marque personnelle qu'une marque que tu vas figer, en fait. Euh, Mais exactement. Et hmm, on en reparlera aussi. Ouais, les gens au début, de toute manière, les gens bossent avec toi parce que c'est toi, hein. Parce que, bah, enfin, c'est ça. c'est sûr. Parce qu'ils ont connecté, qu'ils ont cliqué avec toi. Parce que il y a 12 000. Enfin, souvent, quand on est indépendant, on se lance sur un truc. Il y a souvent plein de concurrents. Donc, en fait, on va aller vers celui qui nous donne le plus confiance, qui nous rassure le plus. Et souvent, quelqu'un qui communique, qui se présente bien, il va donner plus confiance. Donc il y a ce truc-là. Et ensuite, tu as raison aussi de dire que c'est presque un peu dangereux de trop travailler la marque de son agence et de se cacher derrière parce que c'est beaucoup plus figé. Et alors que forcément, quand tu te lances, ton positionnement, il va bouger, tu vas affiner plein de choses. Et en fait, c'est beaucoup plus facile de le faire avec sa marque personnelle parce que, mine de rien, que tu bouges, que tu lances un autre truc, tout le taf que tu as fait pour de visibilité ou pour développer ton audience, il te suit. C'est-à-dire que Exactement. quand tu développes une audience, quand tu développes ta marque personnelle et que tu as une audience peut-être après de 10, 20 000, 30 000 personnes qui suivent, mais demain tu peux changer
Tu peux pivoter, tu peux dire en fait là maintenant j'affine, je fais ça. En fait, les 30 000 personnes, elles sont pas perdues, elles te suivent, elles te voient. Dans ces 30 000, il y aura forcément d'intéressés. Tu redémarres jamais de zéro. Alors qu'avec une boîte, ben, si tu changes de logo, de positionnement de ta boîte, là, tu perds tout le monde, hein, en Ouais, fait. c'est vraiment Donc, complexe. C'est, comme tu dis, il donc y a vraiment plus de flexibilité en fait. Avec la marque personnelle, c'est beaucoup plus flexible, ça te suit ton évolution personnelle, tu crées plus de ouais, connexion émotionnelle. Et comme tu dis, en gros, en résumé, c'est pour un indépendant, un solopreneur, un coach, un consultant, tous les gens qui bossent à leur compte, qui ont des petites structures, ou même, et comme tu disais, tu parlais d'une agence aussi, ça a beaucoup plus de sens en fait de démarrer par une marque personnelle et versus aller développer une marque où ça sera beaucoup plus lourd, beaucoup plus figé, ça sera trop complexe quoi. J'aimerais bien revenir un petit peu sur, ok, on a vu l'intérêt de développer maintenant la marque personnelle versus une marque normale. Comment est-ce que toi tu t'y prends pour développer une marque personnelle avec tes clients? Grosso modo, ça. Imaginons que tu as quelqu'un qui part de zéro. Comment est-ce que tu t'y prends? ouais. Vaste Bah, question. ouais, 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 je vais C'est le quoi faire tes grands schématique. Puis piliers? ouais, ouais, mais alors mes grands piliers, en fait, ça va être le positionnement, la stratégie de contenu, et ensuite enfin, la communication. Du coup, après, on se met en action sur cette stratégie, et le développement d'audience. Donc, tu as vraiment positionnement, Ok. contenu, audience. Ça, c'est mes grands piliers. Maintenant, pourquoi ça? Faut peut-être repartir de l'objectif. Le but de développer sa marque personnelle, son personal branding, en fait, globalement, c'est souvent de développer une autorité sur son expertise. C'est je suis expert en, je suis expert en vente. Bah, mon but, c'est d'aller développer mon autorité sur la vente, c'est-à-dire d'être reconnu comme un super vendeur. Ce qui fait que quand les gens cherchent ou comparent différents potentiels coachs en vente, bah, ils pensent à moi. Quand ils me voient, ils ont envie de bosser avec moi, ou ils pensent à moi parce qu'ils m'ont vu passer. Ok, pour avoir cette autorité, il faut devenir, il faut à la fois rassurer et devenir un peu mémorable. C'est-à-dire que les gens qui ont Mhm. de l'autorité, c'est que on pense à la vente, on pense à eux, quoi. Et pour devenir mémorable, il va falloir se connecter aux gens à différents niveaux. Au niveau de l'expertise, oui, parce que je veux développer une autorité sur mon expertise, la vente, donc il va falloir quand même balancer un peu d'expertise. Mais il faut aussi se connecter pour devenir mémorable au niveau, et là c'est un peu contre-intuitif, hein, au niveau d'autres choses que le business, au niveau par exemple des valeurs. Ok. Et là, tu deviens vraiment mémorable auprès des gens. Et la conséquence de tout ça, c'est que tu as une audience pour laquelle enfin, qui te reconnaît sur ton expertise, mais qui t'aime bien, qui te suit, qui se souvient de toi par rapport à des valeurs. Et là, tu construis un asset qui te rend indestructible et qui te suit. Hein, c'est cette fameuse audience pour laquelle tu as cette autorité. Et aujourd'hui, pour moi, d'ailleurs, une audience, elle a plus de valeur qu'un diplôme ou même parfois qu'une boîte, parce que ta boîte peut s'effondrer, tu redémarres jamais de zéro, tu vois. Et donc, Ok. ensuite, je reviens sur les piliers, du coup. Ce qu'on fait vraiment avec mes clients en retenant cet objectif, c'est qu'on va beaucoup fonctionner par itération, mais globalement, si je prends un exemple très concret sur LinkedIn, on va démarrer par le positionnement, c'est-à-dire travailler un super profil LinkedIn, tu vois. Sur LinkedIn, c'est ça. Par exemple, si tu te dis, tiens, je vais faire mon personal branding sur LinkedIn parce que c'est là que sont mes clients, bah déjà, le but, c'est que quand les gens, c'est de partir un peu du bas de l'entonnoir, c'est-à-dire quand les gens visitent mon profil, est-ce que c'est, il faut penser le profil. Moi, je viens du e-commerce, hein, comme une page de vente en fait. Quand les Page de gens vente, ouais. atterrissent sur mon profil, sur ma page à moi, ma page de vente à moi, est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que la proposition de valeur est claire, tu vois? Le pour qui, quoi, en combien de temps? Et c'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'il y a une proposition de valeur claire? Est-ce qu'il y a un appel à l'action clair? C'est-à-dire l'appel à l'action, ça peut être c'est vers quoi les gens doivent aller après avoir visité mon profil. Est-ce qu'ils doivent aller vers un rendez-vous, vers mon site pour s'entraîner sur les services, vers m'envoyer un message? Donc vraiment le profil LinkedIn, c'est le positionnement qui est super important. Il faut que la proposition de valeur soit super claire. Là, c'est vraiment pour qui, quoi, en combien de temps. On va la renforcer avec de la preuve sociale. Ça peut être nombre de personnes accompagnées, résultats moyens, logo d'entreprise avec qui j'ai travaillé, etc. Donc de la preuve sociale. Et un appel à l'action clair, c'est-à-dire que le profil n'est qu'une étape vers
vers une autre étape qu'on a choisie qui va se rapprocher de la vente. C'est rare que ce soit de la vente directe. Donc ça, c'est la première étape, le positionnement. Parce que sinon, tout l'effort ensuite qu'on fait de communication, c'est Ça sert envoyer à des rien. gens dans un panier percé. Ça sert à rien. Bon, une fois qu'on a un super profil qui vend, c'est-à-dire qui va convertir les gens vers une autre étape. Quand je dis vente, c'est pas de la vente directe, hein, c'est souvent vers un rendez-vous, vers un site, etc. Faut envoyer des gens dessus. Pour envoyer des gens dessus, il va falloir communiquer. Pour communiquer, il faut avoir une stratégie de contenu. Donc, on va bosser une stratégie de contenu qui répond aux objectifs de la boîte et qui est alignée avec les gens. C'est-à-dire que à la fois, on va parler des sujets qui sont cohérents avec le business qu'il a, que la personne a, et à la fois, on va essayer de trouver un alignement avec la personne et notamment de se dire dans ce que je publie, dans ce que je veux communiquer, quelles sont mes convictions. Tu vois, on se pose la question des convictions dans la stratégie de contenu. Quelles sont les causes que je veux défendre? Quel est le monde auquel je veux contribuer? Et là, en fait, on va essayer de teinter des messages parfois experts, quand même avec des convictions qui font que d'autres peuvent aborder les mêmes thématiques. Par exemple, je sais pas, quelqu'un bosse dans les RH et aide les entreprises à recruter en fait, il a peut-être des convictions. Il y en a un qui va peut-être avoir la conviction euh, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Il y en a un qui va être très sur l'égalité homme-femme. C'est vraiment sa conviction forte et donc il va faire beaucoup de contenu RH, mais teinté de cette conviction-là, donc beaucoup sur égalité homme-femme, sur où les inégalités qu'il peut y avoir, sur des cas concrets là-dessus. Et un autre, peut-être que ça, c'est pas du tout son sujet. Sur les RH, il va plutôt essayer lui, sa conviction, c'est que euh, ça va être qu'un bon RH doit bien, enfin, pour trouver les bonnes personnes, il faut savoir bien communiquer. Et donc, il va donner des tips de Mm. communication pour mieux recruter. Enfin, ouais, je dis n'importe quoi, mais Ok. du coup, voilà, tu peux avoir la même thématique, mais ce qui va faire que c'est différent des autres, c'est que tu vas teinter tes contenus de conviction et de messages que tu martèles. Là, c'est vraiment, il faut imaginer un marteau, et pour enfoncer un clou, il faut taper 10 fois au même endroit, tu vois. Il faut pas taper 10 fois à des endroits différents, ok? Ok. Et Donc donc, toute la tu... stratégie de contenu, ça va être, oui, plein de posts qui vont avoir l'air différents, mais qui en réalité appuient sur le même Ah, message. Et ok. comme quand t'enfonces un clou, parfois tu sais pas trop pourquoi, mais tu tapes une fois, ça va quasiment l'enfoncer à 80%. Il va falloir 9 autres fois pour vraiment l'enfoncer. Donc, tu vas avoir des messages qui ont peut-être peu d'impact et d'autres qui ont beaucoup d'impact, mais par contre, il faut qu'ils soient au même endroit. Et le troisième pilier, c'est développement d'audience. C'est très important. C'est vraiment le fait d'aller, bah, notamment si on est sur LinkedIn, d'aller jouer le jeu du réseau social. C'est-à-dire que se connecter au. Il y a des routines à mettre en place. En fait, là, c'est plutôt un sujet d'orga en réalité pour se connecter aux bonnes personnes de manière stratégique, aller interagir en commentaire avec les bonnes personnes, pourquoi pas pour piquer un peu leur audience, et aller dans la messagerie pour, même pas avant de faire de la prospection, au moins répondre aux messages et être actif sur les voilà, messageries, commentaires, connexions, tout ce qui n'est pas du contenu pour développer son audience. Ça tombe pas du ciel, il y a des stratégies proactives à mettre en place. Ok. Super intéressant. Donc si je récapitule, tu définis ton positionnement, tu crées ton entonnoir de vente qui est ta page sur LinkedIn, tu définis un peu tes piliers de contenu, à la fois sur la partie expertise et la partie valeur, quels sont un peu peut-être les dictats du marché contre lesquels tu t'opposes, ou tes grosses idées qui vont peut-être, qui sont chères pour toi. Et après, tu joues le Ouais, jeu de, ok, on est sur un réseau social, je crée des connexions. Moi, j'aime bien dire aussi, tu vois, que l'objectif d'un réseau social, c'est d'amener à des conversations. Que c'est pas une finalité en soi. On n'est pas là pour juste publier du ouais. contenu. Le but, c'est de créer des échanges, avoir rencontré des gens. Donc ça, c'est super important et on l'oublie. Donc c'est vraiment en fait jouer le jeu de la messagerie, jouer le jeu des commentaires, etc. Rencontrer du monde, etc. Ultra clair. Maintenant, ok, on a posé la stratégie, on a posé les piliers. Moi, je voulais revenir un petit peu sur un sujet qui intéresse beaucoup de monde, et moi, le premier, hein, ça fait des années que je crée du contenu, c'est sur, ok, le contenu. Tu nous as déjà partagé, tu vois, cette notion de, il y a du contenu expert, il y a du contenu plus valeur. Euh, Est-ce qu'il y a un ratio, toi, pour toi, que tu as pu voir entre contenu expert, contenu valeur, entre guillemets, à respecter? J'imagine que c'est plus à la louche, mais est-ce que toi, tu recommandes un ratio dans la stratégie de tes clients? Est-ce que c'est du Hmm, 50-50, 70-30, ou est-ce qu'on s'en fout? Est-ce que c'est pas un sujet?
Alors déjà, ça va pas mal dépendre du client. La réalité, c'est que c'est sûr, il faut pas faire que du contenu expert, quoi. Parce que surtout si tu te lances, t'es dans une logique, on en a parlé, hein, de développer ton autorité. Ok, ça Mhm. c'est bien. Mais pour développer son autorité, il faut le développer auprès de gens qui te voient. Et donc il y a une bataille de la visibilité à gagner qui fait que si tu fais que des posts experts sans avoir une autorité en place, bah en fait ça va faire que des flops. Ils vont être invisibles parce que notamment sur LinkedIn, il y a beaucoup de gens qui postent. Et en fait, pourquoi on irait lire un post d'un gars dont on sait ni d'Ève ni d'Adam s'il est bon sur le sujet, tu vois? Pourquoi lui, tu vois? Donc en fait, c'est vraiment important de pas faire que des posts experts pour, euh, pour gagner une petite bataille qui est celle de la visibilité d'abord. Et ensuite, ok, je t'ai vu deux, trois fois, ok, je peux t'écouter. Et donc, voilà, ces posts experts, il va leur falloir d'autres posts qui donnent de la visibilité pour qu'il y ait quand même des gens qui les lisent. Et après, un post expert, il faut vraiment qu'il soit bon aussi, tu vois. Enfin, quand je dis un bon post, ça veut dire que ça peut pas être un truc, un petit cours, un mini cours impersonnel. Faut vraiment essayer de le teinter de son expérience, d'un retour d'expérience perso, tu vois, pour apporter de la valeur. C'est souvent, on est sur des réseaux sociaux, personal branding, on suit des gens. Donc c'est très important. Et aujourd'hui, il y a deux formats qui marchent de post expert. C'est soit des retours d'expérience, Mhm. soit des posts ultra travaillés, genre des infographies, etc., qui sont là des masterclass. Et ça, c'est très dur de les faire quand tu démarres. Donc non, le ratio, franchement, moi je dirais pas plus de 30% de post experts au début. Même si, attention, hein, faut prendre des pincettes, ça va dépendre des gens et comment ils se sentent. Mais si tu veux gagner la bataille de la visibilité, je dirais 30% de post experts. Euh, 30% de posts retour d'expérience personnelle, qui Ok. vont être des posts qui parlent pas forcément de ton expertise, mais de ce que tu as appris. Ça peut être ça fait un an, bah tu vois, ça fait 18 mois que je me suis lancé. Voilà les trucs que j'ai appris. Voilà les 12 erreurs que j'ai commises. Voilà. Ces posts retour d'expérience sont importants parce que ils te permettent de te connecter, de t'humaniser avec l'audience, de te connecter au niveau des valeurs, on en parlait. Puis après, il y a des posts dont on n'a pas parlé, c'est les posts annonces, tu vois, de type annonce, célébration, actu. Je recrute telle personne, je lance mon podcast, etc. Et ça, mais c'est des postes dont il faut pas se priver et je pense que ça peut même être la majorité au début, 40%. Il faut essayer de trouver des actus. Tu sais, c'est un peu en communication, c'est les marronniers, les fameux marronniers. C'est très important et quand on est indépendant, c'est pas toujours évident d'essayer de trouver des actus. Qu'est-ce qui se passe dans ma boîte que je peux annoncer? Ça peut être un retour d'expérience avec un client, hein. J'ai avancé avec tel client et ça peut être une review qu'on a eue. Mais tout ce qui est actu, célébration, en fait, c'est de la communication entreprise. C'est des arguments pour parler de ce que tu fais. Parce que sinon, c'est impossible de juste dire voilà, je fais ça, Ouais, ça va totalement. intéresser cette personne. Donc en fait, ça, moi je pense que c'est presque le truc dont il faut abuser au début. C'est je me lance là-dedans, ouais, célébration. J'ai accompagné tel client en 2 mois, on a fait ça. Boum. On parle de l'entreprise. À chaque fois, on parle de l'entreprise. Je fais un partenariat avec un tel. Je fête mes 2 ans d'entrepreneuriat. Voilà. Enfin, et à chaque fois, ça permet de dire, bah voilà ce que je fais, tu vois. Donc moi, je dirais au Ok. moins 40% actu, 30% retour d'expérience perso, apprentissage, et 30% pure expertise. Ok, super intéressant. Mais en fait, ça me fait penser, tu vois, à cette posture de un peu d'explorateur, de documenter aussi ce que tu fais, tes petites victoires, tes apprentissages, etc. Je trouve que c'est une bonne posture pour démarrer. Ça te permet Ouais, vraiment en fait de partager les coulisses, etc. Le building public, hein, et- on en parle de plus en plus. Je trouve qu'elle et est cool même les cette posts posture. experts, ils peuvent être faits dans cette posture de l'explorateur. C'est-à-dire, je Carrément. débriefe d'une expertise en me disant je et en faisant un retour d'expérience de moi ce que j'ai appris. C'est toujours beaucoup plus facile de faire ça que de prendre une posture haute, surtout au début quand t'as pas d'autorité installée. En fait, Bah c'est ça va ça. pas marcher. Moi j'aime bien conseiller cette posture-là aux personnes que j'accompagne parce qu'en fait ça te fait sortir de la posture de ok, j'ai un syndrome de l'imposteur, je suis bloqué, j'ai l'impression que
je suis pas aligné, etc. Prends une posture où tu documentes, où tu es dans une posture d'exploration, comme tu le disais. En fait, tout est juste parce que c'est ta réalité à toi. T'es pas en train de parler de choses que tu n'as jamais faites, ou etc., ou en train de te mettre sur un piédestal. Et je trouve que cette posture-là, elle est super puissante quand tu démarres. Et même, je te dirais même que moi, j'aime bien en fait garder cette posture le plus possible parce qu'en fait, Oui, ça te permet de créer une connexion aussi, tu vois, avec ton audience, parce qu'ils savent que tout ce que tu partages, il y a pas de, il y a quasiment pas de bullshit, tu vois. Tu partages vraiment ta réalité, etc. Euh, du coup, ça m'amène une question. Jusqu'où ça va ce truc de partager un peu les coulisses de son activité? Partager, tu vois, ça me raccroche au sujet de sur les réseaux sociaux, il y a ce truc depuis quelques années où on parle d'être authentique, de partager. Je suis le premier à véhiculer cette image aussi. Mais il y a ce truc aussi que j'observe, c'est que c'est devenu un truc un peu marketing. Tu vas te parler d'authenticité, même d'alignement, etc. Ça peut devenir un peu tarte à la crème, dans le sens où il y en a qui vont soit faire un peu de la fake authenticité pour vendre. hmm, Il y en a qui vont commencer à raconter des trucs, on en a strictement rien à foutre sur un réseau social, tu vois, ça fait pas sens. Comment est-ce que tu vois le truc, toi, par rapport à... C'est pas vraiment une question, mais c'est plus une réflexion de fond sur ce truc-là de partager avec authenticité sur les réseaux sociaux. C'est quoi la limite que tu mets? Euh, c'est quoi ton point de vue là-dessus? hmm, bah, c'est que, en fait, je mets plutôt des garde-fous. C'est vrai que chacun a ses différentes limites, a ses limites. Donc, il y a des gens très pudiques, d'autres beaucoup moins, qui montrent tout. Ça, finalement, c'est voilà, le curseur est chacun a son curseur, mais le garde-fou pour moi, c'est de se dire, en fait, pour éviter de tomber dans des trucs dont personne n'a rien à faire et de tomber dans le trop perso, etc. Enfin, les trucs, voilà, de sortir un peu du cadre du pro et finalement faire un peu des faux pas. C'est de se dire que chaque poste doit répondre à un objectif pour le business. C'est de mettre un peu de stratégie derrière. Chaque poste doit répondre à un objectif business et chaque poste doit avoir un objectif à la fin, c'est-à-dire un appel à l'action. Quand on fait ça, et c'est aussi le but d'avoir posé une stratégie éditoriale, hein, de se Hum, dire, est-ce que quand je dis mon poste, tout à l'heure j'ai parlé de conviction, est-ce que je martèle un peu ma conviction? Et en fait, en faisant ça, en disant, c'est un objectif pour mon business, ce poste a un objectif aussi précis en termes d'appel à l'action derrière. C'est-à-dire, ça peut être soit visiter mon profil, soit prendre un rendez-vous, soit activer la conversation. Et ce poste est ce qui martèle l'un de mes messages, l'une de mes deux, trois convictions. Normalement, tu le fais pour les autres et pas juste pour toi. C'est-à-dire que même si tu parles de toi, tu parles d'une conviction que tu veux défendre et donc normalement tu sécurises un peu le fait que tu es à peu près dans une ligne où tu veux faire écho chez les autres, même à travers toi, même si tu parles de toi. Donc ça, c'est un peu le garde-fou. Et du coup, là, voilà, il y a par exemple, tout à l'heure, je donnais les types de postes. Les objectifs, ça peut être retour d'expérience perso. L'objectif, c'est connexion avec l'audience. Et donc là, ça va être de se dire, est-ce que quand je me connecte, je donne une des convictions que j'avais en tête. Moi, par exemple, une de mes convictions, c'est que euh, prendre la parole, c'est prendre le pouvoir sur son parcours, tu vois. Enfin, c'est un peu ce que je disais, c'est pouvoir choisir les gens avec qui je bosse, c'est vraiment prendre le pouvoir sur son parcours. Donc, est-ce que si je parle de moi et de mon parcours, par exemple, eh ben, est-ce que je suis en train de le faire au service de ce message qui peut faire écho chez les autres? Parce que sinon, c'est juste que je parle de moi et c'est un ego trip, tu vois. Donc voilà, il faut que ce soit au service d'un message. Ensuite, il y a les postes vraiment, je disais, les postes métiers. Un poste métier, ça permet de développer l'autorité. Mais du coup, est-ce que quand je fais mon poste, un poste expert, euh, est-ce que je le fais juste pour moi, pour me faire, pour me saucer, quoi, pour me faire mousser, pour dire que je suis très très bon? Ou est-ce que je le fais un peu dans un sens qui va être compris chez les autres? Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un post sur le monopole personnel. C'est un concept très expert du personal branding. Mais en fait, du coup, je l'ai fait en donnant un exemple du monopole personnel de David Beckham, en me disant, OK, là, les gens, normalement, ils connaissent Beckham. J'essaie de rendre accessible cette expertise. Si j'avais juste dit, voilà, le monopole personnel, c'est super important, voilà, c'est ci, ça,
Bah là, c'est un post un peu expert, mais juste un peu dans une posture, je me fais mousser, je suis super fort, génial. Non, là, j'essaie de me dire, l'objectif, c'est que les gens comprennent. Et derrière, mon objectif, c'est qu'ils aillent voir mon profil et bien sûr, potentiellement, qu'ils bossent avec moi. Mon objectif, c'est un objectif d'autorité, là. Mais Ok. pour faire ça, bah, j'essaie de parler de David Beckham. Donc, très important de faire ça. De poser un Il y objectif, a en fait, un. derrière chaque Ouais, poste. Pas te ça, dire, c'est ok, sur la. avant d'écrire, bah, ça serait peut-être intéressant, tu vois, de parler un petit peu de toi, de ton process, quand tu écris un post, tu vois, pour comprendre un peu dans quel état tu te mets et comment est-ce que tu réfléchis ton post. Parce que tu vois, tu te dis, ok, ça c'est un premier truc, je trouve ça super inspirant, c'est de se dire, ok, là j'ai une idée de post. Premier truc, peut-être, c'est se poser et dire, ok, c'est quoi l'objectif de ce post? Toi, comment est-ce que dans quelle posture tu te mets quand tu écris un post? Tu vas pas me dire, pas tous les détails exactement, mais c'est plus quels sont les gros trucs, les garde-fous que tu te dis quand tu es en train de créer un post. Bah, je fais attention à avoir une ligne équilibrée. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit, de pas avoir que des posts Mhm. experts, que des posts perso, que des posts. Donc ça, globalement, maintenant, ça se fait un peu tout seul pour moi. Mhm. Mais la posture que j'adopte, c'est bah, c'est plutôt en fait, je note mes idées en permanence. Mhm. Moi, en fait, quand je cours, mes idées d'ailleurs, elles arrivent plutôt quand je cours, quand je suis sous la douche, etc. Donc en fait, j'ai Mhm. vraiment des petits carnets ou des systèmes de notes où je note mes idées en permanence, déjà. Donc je suis constamment en écriture, en tout cas en génération d'idées. Et la posture, elle est dans le non-jugement. Dans un premier temps, c'est je note toutes mes idées. Et enfin, je vous rassure, j'ai 80%, c'est des idées vraiment nulles, quoi, qui donneront jamais un poste. Mais première posture, le non-jugement de mes propres idées, parce que les mauvaises idées donnent par association d'idées des bonnes idées. Et donc ensuite, bah, quand je fais le tri dans les idées, c'est vraiment, je pars quand même de moi, c'est est-ce que j'ai envie d'en parler, est-ce que ça me fait plaisir, est-ce que ça m'inspire. Et ensuite, je mets cette couche de, ok, quel est l'objectif, tu vois? Quel est l'objectif? Est-ce que vraiment ça va être utile pour les gens? Est-ce que ça va être utile pour moi? Il y a vraiment le truc stratégie pour mon business. Donc, est-ce que ça va plutôt être un poste pour visiter, enfin, voilà, j'ai parlé des objectifs, hein, est-ce que c'est autorité, se connecter aux gens, plus faire de la vente, de la preuve sociale? D'accord, super. Et est-ce que, à travers ça, j'apporte un truc utile aux gens, tu vois? C'est aussi simple que ça, mais vraiment, il y a un process. Et je pense que faut pas tout de suite mettre les couches de jugement et d'analyse. Je suis d'accord. D'abord les idées qui viennent. Ensuite, est-ce que ça me fait plaisir de le faire? Est-ce que ça m'inspire? Et ensuite, j'y mets les objectifs business. Et là, eh ben, il en reste plus beaucoup. C'est pour ça qu'il en reste 1 sur 5, 1 sur 6 sur toutes les idées que je note. Un truc aussi, j'en ai pas parlé, ça vient un peu en précurseur de tous ces éléments un peu stratégiques, type de poste, etc. C'est que quand on bosse, enfin, tu as parlé d'authenticité tout à l'heure. Et moi, je pense qu'il y a un travail à faire pour éviter aussi de tomber dans les pièges du too much là. En fait, moi, je déteste l'injonction. J'essaie de faire ma pensée en même temps que je parle, mais j'aime pas du tout l'injonction à l'authenticité. C'est vrai qu'on voit beaucoup de trucs Je suis de bah, d'accord il avec faut toi. être authentique, etc. Et en fait, ça, c'est une injonction. C'est une injonction un peu contradictoire parce que quand il faut être authentique, du coup, on l'est plus. Donc, c'est Je hyper suis d'accord compliqué avec à toi. gérer. Donc, moi, ma posture un peu plus haute, là, un peu plus philosophique, c'est de me dire, en fait, la marque personnelle, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ce que c'est. Il y a deux manières de le voir. On peut voir la marque personnelle comme, en fait, moi, je suis un produit et je construis une marque autour de ce produit qui est moi. Et le but, c'est que cette marque va faire que je vends mes services. C'est pas une super, moi, c'est pas un truc qui m'inspire trop ça. Mais ça peut être une manière très mercantile de voir le truc. Moi, je pense pas qu'on ait des produits sur pattes et je pense pas qu'il faille voir le truc comme Je ça. suis d'accord avec Moi, toi. je vois plutôt la marque personnelle comme la marque que tu laisses chez les autres. Et en fait, ma posture, c'est plutôt se dire, et ça, c'est commun à tous mes posts, c'est quelle est la marque que je veux laisser chez les autres quand ils interagissent avec moi ou mes contenus? Quelle est la marque vraiment, quelle est la mini empreinte que je veux laisser chez les autres quand ils me lisent ou quand ils me voient ou quand ils m'écoutent? Et il y a une citation de Maya Angelou, qui est une poétesse voilà, enfin, en tout cas, que j'adore et j'adore cette situation. Cette citation-là, elle a plein de punchlines géniales, mais elle dit: les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Bah, pour moi, ça, Tellement c'est d'accord. exactement la définition de la marque personnelle. C'est plutôt
comme ça que je le vois, c'est la somme des petites marques que tu laisses chez les autres. Et tu peux pas plaire à tout le monde d'ailleurs, mais au moins avoir réfléchi à ça, c'est important. C'est un peu Zorro, tu vois. Zorro, lui, il laisse une marque tangible, il fait son Z là avec son Ouais. sabre, tu vois. Et il est détesté par les gardes, par les flics en gros, et il est adoré par d'autres. Il laisse la même marque chez tout le monde, il met son Z là à chaque fois. Et cette marque, elle plaît vachement à des gens, elle est détestée par d'autres. Et en fait, pour moi, la marque personnelle et l'authenticité, surtout, c'est la conséquence de tout ça. C'est-à-dire que c'est la marque, toujours la même. En tout cas, on essaie de laisser toujours le Z. Le Z de Zoro, son Z de Zoro, faut le trouver. Et se dire, je laisse toujours cette même marque de manière cohérente et consistante dans le temps. Et pour moi, l'authenticité vient plutôt de la cohérence dans le temps que de chercher à faire un truc avec un selfie, je sais pas quoi, tu vois. Ouais. C'est plutôt ça. L'authenticité, c'est une conséquence d'une cohérence et d'une rigueur, plus que un machin qui doit être recherché tout de suite. En fait, si quelqu'un qui sait qui est authentique, bah franchement, je pense que bon, on aime ou on n'aime pas, mais je reprends l'exemple de David Beckham. S'il a 50 balais alors qu'il est plus footballeur depuis longtemps, ça reste l'un des footballeurs les plus connus de la planète. C'est qu'à un moment, il y a un truc autour de lui. Je pense pas qu'il est construit de manière totalement délibérée, mais il y a un truc autour de ce gars qui fait que bah, les gens y croient, tu vois, ou les gens veulent le suivre parce que les gens y croient. Il doit dégager certaines choses que les gens. Et en fait, la réalité, c'est que lui, en fait, il est super. Il est quand même, il y a quand même une forme de cohérence. Ça fait des années bah, qu'il est à la Congruent, fois. il est cohérent, je suis d'accord avec toi. Ouais, il est à la fois. Bon, il est footballeur, il était footballeur, il l'est plus, mais il est people, il est fan un peu de mode masculine et il fait que de lancer des styles, il nous surprend. En fait, il est resté cohérent avec lui-même, tu vois. On aime ou on n'aime pas, il y en a qui détestent, je pense qu'il y en a qui adorent, mais David Beckham, il est cohérent depuis 30 ans sur tout ce qu'il fait. Si une fois, il avait fait un truc, il s'était fait une Iroquois, une coupe de folie, et qu'il était passé une fois dans un magazine People, en fait, tout le monde l'aurait oublié et ça aurait pas été ça. Enfin, ça aurait pas marché. C'est juste que lui, ça fait 30 ans qu'il lance des nouvelles modes, qu'il tente des nouvelles coupes, qu'il lance des nouveaux styles. Et en fait, il est consistant, tu vois. Donc, il n'a pas juste eu un coup d'éclat. En fait, c'est le résultat de 30 ans où il est tout le temps là et il se renouvelle. Et mine de rien, on aime ou on n'aime pas, mais sur les trucs qu'il fait, il est cohérent, notamment dans le style et la mode masculine. Donc voilà, ça naît de ça, tu vois. Je sais C'est, pas si c'est un bon exemple, mais au moins il parle si à tout c'est le super monde. intéressant, j'aime beaucoup cette idée que tu partages de cohérence et de congruence pour entre guillemets pour voir son niveau d'authenticité sur sa stratégie de contenu. Je trouve que c'est super pertinent. Comment, cela dit, c'est une vraie question, hein. Moi, à titre perso, comment est-ce que toi tu fais pour pas être influencé par les il faut, je dois, les autres comptes que tu suis, les évolutions de l'algorithme, etc. pour garder cette congruence, parce que je pense que c'est un sujet pour beaucoup. Et je regardais hier, ça m'a fait beaucoup rire. Hier, je suis tombé sur une vidéo sur Instagram, peut-être que tu l'as vu aussi, c'est des Américains qui font un sketch autour de LinkedIn, et ils se réunissent autour d'une table avec des bières, et ils font comme si la vie réelle serait un LinkedIn game, tu sais, avec cette espèce de fake positivisme, toujours content, hey, j'ai fait ça, nanana, parce que on joue un peu à ce jeu-là quand même quand on est sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que tu fais quand même pour en fait rester congruent tout du long et être aligné toi avec ta stratégie de contenu sans tomber dans putain, je suis en train de faire un peu le style d'un autre créateur sans le vouloir. C'est quoi un peu comment est-ce que Hmm. tu t'organises? Il y a une partie facile, une partie difficile. La partie facile, bah, qui n'est pas tellement, mais en tout cas qui est concrète, c'est faire hyper attention à qui tu suis et à qui tu consommes. Hmm. Moi, je recommande vraiment ça fait partie de la stratégie, hein, plutôt de la stratégie de développement d'audience, de lister vraiment, d'aller chercher les gens que tu veux suivre et consommer. Parce Mhm. qu'effectivement, on est tous sous influence. Ils vont énormément, ces gens-là que tu lis, ils vont forcément t'influencer dans ton style, dans ton ton, dans tes contenus. Donc, aller suivre des gens, c'est intéressant. Et là-dessus, je recommande de surtout pas aller suivre ses concurrents. On peut en suivre deux ou trois. Mais parce que le risque après, c'est de copier même sans le vouloir Je suis certains d'accord. concurrents. Hmm. Et c'est plutôt d'aller suivre les gens qui lisent. Il y avait un super insight, c'est si tu veux faire mieux qu'un concurrent, faut pas le suivre lui, faut suivre les gens dont il s'inspire lui. Et Hmm. voilà, si tu veux faire mieux que quelqu'un, il vaut mieux
il faut pas le lire lui, il faut lire ce que cette personne lit. Et donc, Je suis d'accord. l'idée, c'est d'aller vraiment suivre des gens. Et ça, faut se poser un moment et pas être dans le feu de l'action pour aller se dire, tiens, qui c'est que j'ai envie de consommer? Qui c'est qui va vraiment apporter de la valeur dans le temps? Et là, on peut sortir carrément de son marché et aller juste lire. Moi, je recommande aussi d'aller lire. Les Américains sont quand même bien plus avancés que nous en business, en marketing. Aller lire des gens, si on maîtrise l'anglais, qui sont pas français, parce qu'il y a aussi un petit écosystème franco-français. On est plus dans l'entre-soi en France. Donc là, voilà, c'est choisir qui tu lis. Ça, c'est le truc méga important. Et je le fais pas assez bien, je pense. Note à C'est moi-même, tu vois. difficile, hein. Franchement, c'est Je dur, me hein. fais des réactualisations régulièrement. Je me dis, non, non, mais là, je suis en train de voir trop les mêmes personnes françaises de mon réseau. J'ai besoin, moi, de me nourrir et de m'aérer et donc de réactualiser qui je lis régulièrement. Donc tu fais un Le tri. deuxième truc, Tu fais un ouais, je tri, tu fais un regardes tous tri les où je gens que tu refais un suis, point, tu tu vois. les unfollow, etc. Ouais, et même sortir du réseau. En fait, suivre les gens, c'est pas que sur les réseaux, hein, c'est les livres. En fait, je remarque souvent que les meilleurs contenus que je fais, c'est des contenus qui viennent à l'intersection d'un super, je sais pas, il y a les TED Talks là, d'un super talks que j'ai lu, que j'ai vu, croisé avec un super livre que j'ai lu. Et en fait, souvent mes meilleures idées, elles viennent de là, elles viennent même pas de posts LinkedIn d'autres gens. Donc suivre, ça peut être juste aussi aller se dire, tiens, quel bouquin, quelle personne je veux aller lire. Il n'y a pas que les bouquins, hein, il y a les vidéos, il y a les podcasts, enfin, il y a plein de Mm. manières d'aller suivre une personne pour consommer son contenu. Et donc ça, c'est important. Et moi, je vais plutôt me nourrir, notamment de podcasts. Moi, le podcast, c'est Ouais, un truc, c'est les livres. Les pareil. livres, c'est long. C'est vraiment, s'il y a vraiment quelqu'un, je veux poncer sa pensée parce que ça m'inspire trop, je vais lire un livre. Mais les podcasts sont un super moyen. Moi, c'est comme ça que je me nourris. Un autre truc aussi pour pas tomber dans le piège et rester consistant. Ben là, c'est une partie plutôt dev perso. Tu parlais de congruence. Il y a un truc qui s'appelle la congruence personnelle. Il y a plusieurs dimensions. Il y a ce que je crois, ce que je ressens, ce que je fais. Bah, ça, c'est un peu le travail qu'on fait dans la partie positionnement, hein. Je ne l'ai pas détaillé, mais euh, on peut parler. Je ne sais pas si les auditrices auditeurs connaissent l'échelle de Diels, qui est en dev perso très utilisée. C'est une pyramide où tu pars de l'environnement, des comportements, tu remontes aux capacités, aux valeurs et aux croyances, à l'identité, puis au transpersonnel, quoi, au why. Et en fait, euh, et en fait, l'idée, c'est de peut-être là, au niveau pro, dans le travail de positionnement, de juste partir de ses capacités et là, en fait, de ses compétences. Tu vois, ça sert pour le travail du positionnement et de se dire quelles sont les capacités pro et perso qui m'ont permis d'en arriver là, qui me permettent de faire tout ce que je fais. Ok, on part du faire, tu vois, ce que je fais. Facile. Donc, mes capacités. Ensuite, pour continuer sur le positionnement, un peu en mode dev perso, c'est du développement personnel, hein, mais faut un peu d'introspection pour bien se positionner et justement échapper au je suis les Je autres. suis d'accord. Deuxième Oui, oui. étape, c'est on remonte sur l'échelle de Leeds aux croyances. C'est quelles sont mes croyances profondes. Je parlais des convictions tout à l'heure. C'est quoi mes croyances d'ailleurs par rapport à mes capacités? Bah moi, je crois que j'ai des capacités. J'ai développé une capacité à prendre la parole, à écrire. Moi, je pense que l'écriture ou prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. Je crois aussi que chacun a une histoire à raconter et qu'elle mérite d'être racontée parce qu'elle va servir à au moins une autre personne. Ça, c'est une croyance. Ensuite, quand tu remontes, c'est ben, qui suis-je? Tu vois, c'est la question de l'identité. Et elle est importante dans le positionnement. Alors, ramener au business, c'est pas vraiment le qui suis-je, c'est à quelle catégorie j'appartiens. Bon, bah moi, j'ai décidé de mettre coach. C'est assumé. C'est Mhm. parce que les gens vont facilement. Je suis positionné dans la catégorie coach, donc accompagnant. Et ça permet de me positionner de manière un peu claire dans le cerveau des gens. Moi, je suis pas coach en vrai. J'ai pas fait. Enfin, c'est juste que je suis plus un consultant d'ailleurs. Mais j'ai choisi de me positionner comme coach parce que je vends des accompagnements et je voulais pas vendre des consultings à la journée. Donc voilà, j'ai poussé la réflexion à me dire tiens, dans quelle catégorie je veux être. Ça, c'est l'identité. Ensuite, bah, il y a les valeurs. Quelles sont les valeurs qui m'animent quand je bosse? Qu'est-ce qui change le moins quand je travaille? Et donc là, c'est vraiment les questions de valeurs. Et ensuite, on peut remonter même un peu plus haut. C'est au service de quoi de plus grand que moi je bosse, tu vois. Là, c'est la juste cause, tu vois, de l'entreprise, de toi en tant qu'entrepreneur ou indépendant. À quel monde tu contribues, tu vois. Donc, tu vois, c'est ce petit travail-là de qu'est-ce que je fais, quelles sont mes croyances, du coup, comment je veux faire ce que je fais et au service de quoi je veux bosser chaque jour. C'est un travail de positionnement qui permet aussi un peu d'échapper à l'influence que vont avoir les autres. Ça nécessite une petite introspection. Moi, j'aime bien démarrer par ça, hein.
et revenir dessus, tu vois, ça peut se réactualiser. Mais à mon C'est sens, s'il n'y a pas ça, bah, c'est compliqué. malheureusement, c'est beaucoup plus facile d'être sous influence et de faire un contenu un peu plus vide de sens, quoi. Ouais, Et d'abandonner aussi. c'est ultra puissant ce que tu partages parce qu'en fait, ces deux dimensions-là, je pense qu'elles te permettent vraiment à tenir sur le long terme. Parce que, comme tu dis, la première dimension, franchement, enfin, les réseaux sociaux sont faits pour qu'on consomme de plus en plus. Et les algorithmes sont faits pour qu'on consomme le même type de contenu et qu'on aille consommer des contenus qui soient assez polarisants. Donc ça nous pousse pas vraiment en fait à suivre des gens, enfin de diversifier un peu les sources Ouais, d'opinion qu'on peut avoir. Et je pense que avoir un usage conscient de ces réseaux sociaux, c'est vraiment essentiel. C'est pas évident quand t'es créateur. Moi, je le vois. Il y a des phases où j'ai énormément de contrôle sur ce que je consomme, et il y a des phases, des fois, je me retrouve, putain, je passe trop de temps nouveau sur mon téléphone, etc. Perso, moi, j'ai mis des garde-fous avec des limitations de consommation sur AdBlock. Je fais comme toi. Je ne follow des comptes régulièrement quand je vois que, putain, là, je suis un compte. En fait, je l'ai suivi une fois mécaniquement, mais il n'y a rien qui m'intéresse dans ce qu'il partage. Où je vois, toi, il y a ce truc aussi où ça, je m'en rends compte et j'ai vraiment encore du taf là-dessus. C'est que des fois, je vais suivre quelqu'un qui est plus avancé que moi sur le papier. Donc ouais. je me dis, ok, c'est intéressant, je vais essayer de faire du rétro-engineering pour copier deux, trois trucs qui sont bien et qui me paraissent sensés par rapport à ce que je veux faire. Mais le problème après, c'est que ça peut m'enfermer dans un business où je me dis, putain, je suis en train de faire ça parce que lui qui est plus avancé, je pense que c'est ce modèle vers lequel je dois tendre. Mais dès que je l'entends des je dois, il faut, machin, je me dis qu'il y a un truc qui déraille. Et que on va dire que ça continue à s'alimenter tant que tu vas suivre cette personne. Moi, j'ai certaines personnes, et je m'en suis rendu compte assez récemment, qui à un moment donné m'ont inspiré pour certaines raisons, mais à un moment donné, ça fait aussi sens de se dire, ok, est-ce que je suis pas en train de inconsciemment suivre un peu son modèle parce qu'à un moment c'était utile pour moi. Et simplement, en fait, si tu vas pas avoir cet effort-là conscient de, déjà toi, faire une introspection, de dire est-ce que je suis pas en train de recopier inconsciemment ce modèle, et de avoir cet acte conscient de dire je vais arrêter de suivre cette personne, en fait, tu peux passer des mois et des mois à être dans le flow de ah ok, il faut faire ça, j'ai entendu machin qui dit qu'il faut faire ça, le gars, il est beaucoup plus avancé, il a une grosse audience, ça paraît cohérent. Et en fait, on reste dans notre façon de faire sans vraiment réfléchir. Et je pense que tu as raison que il y a besoin d'avoir en fait ce double travail de un, bosser sur son why, sur ses valeurs, sur son identité, et la pyramide de deal, c'est très intéressante pour ça. Et après deux, en fait, bien faire attention à la source d'information qu'on va consommer, pas hésiter à y revenir pour faire un tri, repérer les il faut, je dois, etc. Parce qu'en fait, ça, c'est des injonctions qu'on a. Il y en a énormément dans le business et on en a tous. Et c'est important de repérer cette narrative qu'on a en nous. Et un vrai truc aussi, c'est aussi bloquer, tu vois. Moi, je le vois, je parlais d'une application que j'aime bien qui s'appelle AppBlock. C'était Benoît Dubos qui m'en avait parlé quand j'avais enregistré un podcast avec lui, qui permet de limiter son usage et carrément bloquer les applis sur des créneaux horaires impossibles de débloquer le truc. Ça m'a beaucoup aidé. Et même avec ça, tu vois, des fois, je trouve c'est pas évident quand même de se protéger des réseaux sociaux parce qu'en fait, le truc est tellement bien foutu que bah, tu t'évites dessus, Ouais. quoi. Ah bah, c'est fait pour, hein. C'est les meilleurs C'est ingénieurs de la planète qui bossent sur des algos pour nous niquer le cerveau. Donc, ouais, ouais, c'est à prendre très, très au sérieux. Tout est fait pour que tu y restes, pour que tu y reviennes. Et tout est fait pour que tu sois sous influence. Donc, moi, je pars du principe de toute manière, on est sous influence, autant choisir par qui on est c'est influencé. clair. Mais c'est super dur. C'est un sport de combat, quoi. C'est du tai chi tous les jours. Ah, c'est clair, c'est clair. Et même, quand bien même, putain, des fois, tu vois, moi, il y a des trucs, les suggestions sont tellement bien faites des fois que t'as envie de unfollow quelqu'un, mais c'est pas si simple que ça, parce que tu vas quand même le voir via les recommandations, etc., le temps que l'algorithme se refasse, parce que t'as tellement consommé certains types de contenus. Moi, je le vois typiquement, je vais te donner un exemple. Ces derniers mois, j'ai consommé énormément de contenu sur le business. Du coup, Ouais. mon YouTube
mon Insta Ads, je suis bombardé de pubs de comment développer ton chiffre d'affaires, comment gagner plus, machin, la nouvelle méthode à la mode, le machin truc. C'est Le horrible, nouveau tu tunnel vois. de vente. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Ouais. Et pour autant, si j'ai envie de d'arrêter de suivre en fait tous ces contenus-là, bah c'est pas si simple parce que je peux pas bloquer les pubs sur mon. Enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé pour l'instant une façon de bloquer les pubs sur Instagram. Je serais presque prêt même à payer, franchement, un abonnement pour pas avoir de pubs. Pareil sur YouTube, tu vas avoir les recommandations pendant encore des mois qui vont te proposer ce type de contenu. Et je trouve que c'est pas simple, hein. Franchement, c'est. Je sais pas si toi Non, tu pour connais les des pubs, outils pour bloquer ça, etc. Mais moi, franchement, des fois, je me dis, c'est pas évident du tout, hein. non, pas plus que toi. Surtout que même t'as beau unfollow les gens, tu sais, ils t'écoutent maintenant. Moi, je suis toujours surpris de parler d'un sujet. Non, mais sur Sur Insta, Siri, c'est etc. sur Insta. Non, mais même pas. Je l'ai pas vécu une fois. Je l'ai vécu mais des vingtaines de fois. De parler d'un sujet et d'avoir une pub, d'avoir le téléphone à côté, mais pas du tout Siri ou autre, et d'avoir une pub Insta sur ce sujet après. Mais c'est Ouais, c'est Enfin, délirant. je sais pas si t'as remarqué, mais en fait, il doit y avoir des paramètres à faire que j'ai pas fait dans mon téléphone. Mais en fait, aujourd'hui, ils te servent de la pub par rapport à ce que t'as dit. Et en fait, ton téléphone, il enregistre, tu vois. Enfin, mais c'est sûr. Mais je suis pas enfin, je l'ai Oui, vécu, oui, mais moi pas je l'ai une vécu plein fois. de Je fois. l'ai vécu des vingtaines de fois, mais sur des sujets tellement improbables que parfois ça fait Hmm. flipper. Tu parles d'un sujet improbable et ça te sert une pub. Donc, pour les pubs, j'ai pas la solution. C'est vraiment au moins pour les gens. Et je pense qu'après, les gens que tu suis aussi, en fait, ceux qui sont vraiment des bons créateurs de contenu, potentiellement, ils ont une newsletter, ils ont un livre, ils ont un blog, j'en sais rien, ils ont un podcast. En fait, aller consommer du contenu en dehors des réseaux sociaux, c'est pas Hmm. mal aussi, pas mal aussi, Ouais, pour essayer d'éviter ça, quoi. je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais sur les réseaux, non, c'est le bordel. C'est le Faut se bordel, hein. timer, enfin, moi, je pense que, ouais, faut juste se créer cette discipline qui est super dure. Il n'y a pas de Ouais. formule magique, hein. Parce que toi, du coup, ça m'intéresse aussi, c'est que toi, t'as ta newsletter, t'as un podcast aussi que je recommande, et t'as ton LinkedIn. Euh, Ton LinkedIn, il est là pour te faire du business et pour ramener aussi les gens vers tes médias plus longs. Ouais. Euh, c'est bien ça. Est-ce que t'as pas un moment où des fois tu te dis, genre franchement, les contenus courts, ça me gave, je ferai que du contenu long. T'as jamais dit ça? Moi, c'est un truc, des fois, je me dis, franchement, Ben, LinkedIn, des fois, je me dis, c'est cool parce que je crée des relations, etc. Mais tu participes quand même des fois à un truc de, ok, je comprends l'intérêt de LinkedIn pour le business, etc., pour rencontrer du monde. Mais est-ce que, tu vois, la valeur que t'as, tu te dis toi-même, hein, moi, là où j'apprends le plus, c'est à travers les podcasts, le contenu long. Est-ce que des fois, tu te dis pas, en fait, what the fuck, LinkedIn, quoi? Je te dis ça parce que moi, je me si, le dis des fois, hein, mais et je vois autant la valeur aussi de LinkedIn. en fait, j'ai pas encore l'audience nécessaire pour me passer de LinkedIn. En fait, la réalité, Mhm. c'est que l'objectif, en fait, prenons un peu de recul dans le personal branding, dans une stratégie de marque personnelle. Donc, le but, c'est de créer de l'autorité et d'avoir une audience autour enfin, d'avoir une audience qui croit en ton autorité, auprès de laquelle tu as une autorité sur telle ou telle expertise. Pour faire ça, il y a des leviers de visibilité. À un moment donné, il faut être visible pour développer son audience et développer son autorité. Pour ça, LinkedIn est un outil génial parce que tu peux développer de la visibilité très rapidement. Tu peux faire un post et d'un coup être très visible. Et ensuite, le but, c'est que l'audience que tu as, bah, par exemple sur LinkedIn, elle t'appartient pas. Et donc, il y a une logique d'essayer de devenir propriétaire de son audience, de faire de la rétention d'audience. Pour ça, le podcast ou les newsletters sont très bien. C'est des canaux qui vivent pas tout seuls. Ils ont besoin d'autres canaux qui ramènent des gens dessus. Mais donc, il y a une sorte d'écosystème à mettre en place. Moi, c'est LinkedIn pour de la visibilité. Et ensuite, j'essaie de ramener les gens. En fait, pour moi, l'objectif de LinkedIn, c'est de sortir de LinkedIn. C'est que les gens aillent me suivre sur mon podcast ou ma newsletter. Mais aujourd'hui, j'ai pas un niveau où j'ai assez de gens sur mon podcast et sur ma newsletter qui font que je peux couper LinkedIn. En fait, Oui, oui, je suis d'accord avec toi. j'espère qu'un jour, en fait, l'objectif de tout ça, la vision, c'est qu'un jour, je puisse m'affranchir des réseaux sociaux. Peut-être demain, d'ailleurs, ce sera plus LinkedIn, ce sera un autre réseau social qui sera Mhm. mieux pour faire de la visibilité. Mais LinkedIn, pour moi, est un outil. Et donc, oui, what the fuck LinkedIn. Parfois, ça me saoule LinkedIn, mais en fait, le jour où j'ai 100 000 personnes sur ma newsletter et pareil sur mon podcast, oui, je peux m'arrêter un petit moment de faire du LinkedIn, pas de problème, parce que j'ai du business qui vient de là, etc.
Mais le fait est que ça, c'est la vision, et je suis pas encore. Et donc, Ouais, je suis faut d'accord. bien se dire, et c'est pour ça que d'ailleurs, on n'a pas trop parlé tout à l'heure, on est vite allé sur LinkedIn. LinkedIn est un moyen de visibilité, mais la vision, c'est pas forcément d'y rester toute sa vie, notamment parce que l'audience t'appartient pas. Demain, LinkedIn ferme mon compte, je suis mal, tu vois. Ou LinkedIn change Hmm. l'algorithme et mes posts n'ont plus aucune visibilité, je suis mal. Il faudra que je trouve une solution. Donc, donc oui, c'est chiant, mais chaque contenu, enfin le canal a son objectif et bien sûr que l'objectif de LinkedIn, c'est de l'utiliser comme un outil Je suis ce qu'il d'accord. est, un outil de visibilité, mais c'est d'en sortir. Moi, pour moi, l'objectif de LinkedIn, c'est de sortir de LinkedIn à terme. Je Mais voilà, je suis suis, pas encore. ouais, je suis ultra aligné avec toi. Je pense qu'il faut voir ça comme un outil et jouer les règles du jeu et se dire que c'est pas une fin en soi. Et moi, je suis un peu dans la même phase que toi, tu vois. J'ai LinkedIn et Instagram qui me ramènent du monde sur mes podcasts, sur ma chaîne YouTube que je suis en train de travailler aussi. Je sais que je prends beaucoup plus de plaisir, tu vois, à faire du contenu long parce que plus de Pareil. nuances, etc. Mais le fait est que au stade où j'en suis, c'est LinkedIn et Instagram qui me ramènent du monde dans ma newsletter et du coup sur le podcast. Et pour l'instant, je suis un peu comme toi. Je me dis, ok, comment est-ce que je peux faire pour en fait nourrir en fait cette audience que je suis en train de créer sur le podcast et sur YouTube. Donc c'est une vraie question. Euh, une réflexion que j'ai à ce sujet en ce moment, c'est de me dire, est-ce que tu vois il y aurait pas un sujet de penser, je serais curieux d'avoir ton avis sur la question parce que peut-être que c'est une réflexion que toi t'as aussi, de penser en fait du contenu long et essayer à partir de ce contenu long, en faire des mini contenus courts qui nourrissent les plateformes, on va dire, à contenu court comme LinkedIn, Instagram, plutôt que faire Si. du contenu court pour faire du contenu court. J'ai pas encore vraiment testé, mais peut-être que toi, c'est quelque chose aussi que tu as dans tes réflexions ou tu as peut-être déjà expérimenté. Je serais curieux d'avoir ton avis. Oui, oui, oui. Non, mais complètement. Mais moi, en tout cas, je fais ça. Peut-être je pourrais le faire mieux et plus, mais alors là, ça s'adresse aux gens qui sont un peu plus avancés, c'est-à-dire qui ont plusieurs canaux en même temps. Parce qu'aussi, il faut dire que moi, ma reco, c'est quand même d'abord de gagner la bataille de la visibilité, donc de faire très très bien un canal à forte visibilité, comme par exemple LinkedIn. Mhm. Ensuite, une fois que ça c'est bon, je peux ouvrir un canal comme un podcast, une newsletter qui fait plus un canal de rétention, mais qui a besoin du canal de visibilité pour s'alimenter. Et ensuite, on va pouvoir recycler entre ces canaux. Et moi, par exemple, aujourd'hui, qui est LinkedIn, podcast, newsletter, bah, quand je fais un épisode de podcast, souvent le sujet de l'épisode va me donner une newsletter. Donc c'est une manière de recycler le même sujet. Et dans ma newsletter, qui est plutôt un contenu long, d'une newsletter, je vais faire au moins un post LinkedIn, au moins un, voire deux posts LinkedIn. Et donc c'est une forme de recyclage. Donc, et c'est un post LinkedIn qui va teaser, enfin qui va alimenter ma newsletter. Donc oui, les posts LinkedIn qui parlent de ma newsletter. En fait, c'est un fragment de ma newsletter. Donc clairement, je me sers du long pour faire le court. Mon podcast, quand je fais un épisode de podcast, la description de podcast, en fait, c'est le post qui annonce le podcast. Enfin, j'essaie de recycler au maximum. Et là, ça fait un moment que je fais ma newsletter et que je fais des petits posts sur ma newsletter pour l'alimenter. Et là, par exemple, en ce moment, je fais des épisodes courts de podcast où c'est que moi qui parle. C'est des débriefs, j'appelle ça des débriefs sur un sujet. Et en fait, je reprends les newsletters que j'ai faites pour en faire des épisodes courts de podcast sur un sujet, comme Mhm. par exemple le monopole personnel. J'ai sorti un débrief là-dessus. En fait, j'ai repris en termes de contenu une newsletter que j'avais faite. Ça m'a donné un épisode de podcast. Donc, c'est infini. Et cet épisode de podcast m'a redonné un post sur lequel je le promeux. Donc, en fait, c'est infini le recyclage absolument recyclé entre les contenus. En fait, soit tu as plusieurs canaux et un contenu long peut donner plusieurs contenus courts, soit tu as un seul canal parce que tu en es au stade où là tu bourrines que sur LinkedIn parce que bataille de la visibilité et tous tes posts peuvent être quasiment recyclés. Hein. Moi, je recycle aussi des mêmes posts anciens, donc du contenu court avec du contenu court en changeant deux trois trucs, Mhm. le visuel, l'accroche, etc. Et ça passe parce que c'est pas tricher. En fait, la connaissance, c'est le seul truc qui, plus tu le partages, plus prendre la valeur. Et donc, quand tu remets un peu le même post 6 mois après, en fait, déjà, les gens qui l'ont déjà vu vont oublier et ça leur C'est fera un petit clair. rappel. Et tu vas capter des nouvelles personnes. Donc, en fait, tu augmentes la valeur de ce même contenu. Donc, oui, euh, Mhm. il y a recyclage sur la même plateforme et surtout être dans une logique de réutiliser. Je sais pas, si tu fais des vidéos sur ton Insta,
Moi, les vidéos courtes tirées de mon podcast, ça me sert sur Insta, TikTok et ça me fait des posts LinkedIn avec vidéo. Enfin, donc, bien Ouais, sûr. ouais, je trouve que c'est vachement intéressant. Tu vois, moi, je le fais intuitivement, ça, de recycler, mais je pense que, tu vois, j'ai une step encore à faire en plus, c'est de se dire, en fait, que je devrais presque idéalement avoir comme focus de la création de contenu long et la prio number one, qui derrière en découle des posts courts, etc. Et j'ai pas encore ce réflexe, et je pense que, enfin, j'identifie ça en discutant avec toi, hein, de se dire qu'en termes aussi d'épanouissement, de kiff, de plaisir qu'on prend dans la création de contenu, si tu identifies aussi que toi, ce que tu kiffes, c'est plutôt ça, c'est aussi important d'aller, je pense que c'est un sujet, vers on va dire, des activités qui te prennent du plaisir. Tu vois, je te prends un exemple. Imagine, tu as quelqu'un qui démarre, il est pas du tout à l'aise avec l'écriture ou pas du tout à l'aise avec la vidéo. En fait, va sur des formats qui mettent en valeur toi ce que tu aimes faire. Si c'est soit parler, si c'est soit écrire, si c'est soit du contenu court, du contenu long. Et je pense que c'est un peu le piège que je vois aussi chez beaucoup de créateurs, c'est que des fois, en fait, tu te contrains à des formats qui ne te vont pas, en fait, tu vois. Donc, Ouais. ça, c'est un point super intéressant. Je voulais encore parler d'un truc avec toi. On n'en a pas parlé du tout. C'est de l'intelligence artificielle ChatGPT. Est-ce que tu l'utilises, Ouais. toi? Ah, je suis un attardé, moi, là-dessus. Non, je l'utilise pas. Pas Je du tout. l'utilise pas du tout. Je devrais, je pense. Je pense qu'il y a une. En fait, alors j'ai observé plusieurs choses. Moi, j'utilise pas, mais c'est pas bien parce qu'il faut vivre avec son temps et c'est là pour durer. Et donc, je pense qu'il y a vraiment moyen de l'utiliser pour gagner du temps sur plein de choses. Ce que j'ai remarqué, c'est que ça peut venir aider chez ceux qui l'utilisent ou ceux qui essaient de l'utiliser, parce que j'ai quand même testé des outils. C'est que ça va jamais, par exemple, pour faire des super posts LinkedIn. Aujourd'hui, il y a personne qui a craqué le truc de un chat GPT te rédige intégralement des super posts LinkedIn. Mm. Ça, c'est pas possible. C'est sur un post ou sur un contenu. J'ai remarqué quand même qu'il y a il y a peut-être une approche 10, 80, 10 à faire, c'est-à-dire que les 10 premiers pourcents, la génération d'idées, en fait, l'IA, elle va pas la faire à ta place. C'est si tu veux que ce soit personnel, authentique, etc., teinté de tes valeurs, de tes lectures, etc. En fait, tu peux pas tout mettre en ligne. Le cerveau, notre cerveau est quand même incroyablement puissant et donc, je pense que les 10% de génération d'idées, de début d'écriture de posts doivent être faits par nous. Ensuite, il y a pas mal d'étapes de développement, d'écriture, de recherche de données qui peuvent être automatisées. Mais la fin, la dernière relecture pour faire la bonne accroche, le bon truc, la relecture structurelle, peut-être mettre un peu d'émotion, etc., ça doit être toi, quoi. Je pars quand même du principe que le début du travail et la fin du travail, aujourd'hui, déléguer la totalité à ChatGPT, c'est pas Oui, c'est vraiment possible. Par impensable. contre, déléguer le milieu, ça peut être bien. Et le piège de beaucoup de solutions, etc. Enfin, il y a beaucoup de solutions qui se vendent, etc. C'est que ils te font croire que en fait, ils On vont va plus t'écrire rien faire. l'intégralité des postes de A à Z, mais non, en fait, j'ai vu, pourtant j'observe et je suis pas mal de gens qui utilisent. J'ai vu personne arriver à entièrement déléguer la création de contenu à ChatGPT. Tu peux déléguer des Oui, parties, quoi. Et c'est là-dessus, je suis impossible. mauvais et je dois progresser pour le coup, parce que je pense qu'on a tout intérêt à déléguer des parties, tu vois. À un moment donné, il écrit mieux que nous, ChatGPT. Enfin, franchement, il écrit mieux que 99% des humains, hein. Hmm. Parce qu'il a lu des millions de livres, tout simplement, parce que c'est une IA. Donc en fait, autant lui déléguer, ouais, certaines parties, ouais. Ouais, Mais je le c'est, fais pas tu encore. le fais pas encore. Ok. Ouais, c'est intéressant. Moi, j'étais comme toi je me suis intéressé cet été. Un pote m'a montré ce qu'il faisait avec ChatGPT, mon ancien associé. Et j'avoue que j'étais assez sur le cul. Et j'ai commencé à l'utiliser, essayer de bidouiller un peu, voir comment est-ce que ça marchait, tu vois. Et là où j'ai trouvé intéressant dans la création de contenu, c'était comme tu disais, en fait, c'est pas l'utiliser pour te faire ton post de A à Z, ça n'a aucun sens que ton post il va être fade sur des sujets qui ont aucun lien avec tes centres d'intérêt, ton expertise, etc. En fait, l'utiliser plus comme un assistant d'écriture. Là où potentiellement, moi, tu vois, je l'utilise dans un cas très... J'ai quelques cas très concrets. Je vais rédiger mon post, j'ai une idée, je rédige le post, et je peux demander, par exemple, à ChatGPT de, bah, en fait, me donner
son avis sur le post. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré selon lui sur, ok, peut-être la fluidité, peut-être comment est-ce que je pourrais mettre plus d'émotion, est-ce qu'il y a assez d'exemples. En fait, je lui fais un espèce de script et ça me permet en fait d'avoir un regard extérieur de quelqu'un qui me donne un feedback et derrière je vais refaire une deuxième version et ça me permet en fait d'avoir un peu des versions améliorées. Alors, c'est comme ça que moi pour l'instant je l'utilise et des fois je l'utilise aussi pour challenger mes accroches. Parce qu'aujourd'hui tu vois les accroches, Ouais. c'est quand même 80% du succès, je sais pas ce que t'en penses, mais d'un post, c'est souvent les accroches sur les formats courts, sur LinkedIn, etc. Pour jouer à ce jeu de la visibilité. Et je trouve qu'il peut être utile aussi là-dessus, c'est de challenger un peu les accroches, donner des idées de comment améliorer tes accroches, etc. Ah ouais, ouais. Je trouve que c'est Réécrire 10 fois intéressant. l'accroche en 10 versions différentes et à chaque fois en la faisant plus. À chaque fois en le. Ouais, tu peux demander à ChatGPT, ça je l'avais déjà testé, de se réécrire l'accroche, se donner une note en disant que. Tu vois, tu dis à ChatGPT, tu es un des meilleurs copywriters au monde. Réécris cette accroche, à chaque fois tu te donnes une note et tant que t'as pas plus de 18 sur 20, tu continues quoi. Et, en fait, c'est vrai que pour retravailler à fond une partie précise comme l'accroche, ça peut être intéressant Mm. Ouais, ou donner des mots, etc. Mais voilà, on voit bien que on prend une petite partie, on lui délègue, et il y a quand même à la fin la décision qui, à mon sens, doit être humaine, quoi. C'est pour exactement. ça, j'ai testé, hein, mais c'est vrai que c'est sûr que ça va nous aider, mais nous remplacer totalement, je pense pas. Nous remplacer Non, totalement, je pense pas. non, non, c'est comme tout, hein, tu sais, c'est juste on va passer à un autre niveau de complexité, etc. Ça va nous aider sur certaines tâches qui ont peu de valeur, etc. C'est comme Internet ou les réseaux sociaux si tu te projettes il y a quelques années auparavant. Maintenant, l'IA, ça fait partie de nos vies et ça va se développer. Ça va pas être le phénomène de grand remplacement non plus, évidemment. Il y aura des phénomènes d'adaptation. Et bah, sur l'écriture, on voit bien que, comme tu disais, l'IA est très forte. Elle écrit mieux que beaucoup de personnes. Je le vois dans le milieu de l'édition, parce que c'est un milieu dans lequel j'ai bossé avant dans ma startup. Bah, en fait, oui, aujourd'hui, il y a plein d'auteurs qui utilisent l'IA, etc. Il y a des livres écrits totalement avec l'IA. Pour moi, ça n'a aucun sens, Ouais. ça. Mais j'ai vu récemment passer une initiative que je trouvais intéressante d'un auteur qui a développé une plateforme qui utilise l'IA comme un coach pour mieux écrire. Et du coup, la démarche, c'était de dire, l'IA, c'est un peu comme ton meilleur coach que tu payerais, je sais pas, des dizaines de milliers d'euros pour te challenger, pour aller à l'essence même de ce que tu veux transmettre comme peut-être émotion à travers ce post. Et à travers quelques questions, et je l'avais utilisé un petit peu comme ça. Je suis encore en phase d'itération de, en gros, le chat GPT m'aidait à aller plus en profondeur encore sur vraiment le sujet que je voulais aborder dans ce post. Et pas le truc un peu de Ouais. surface. Et là, je trouve que c'est ultra puissant. Tu utilises ChatGPT comme vraiment un assistant coach qui t'aide Ouais. à être encore plus connecté à le truc que tu veux partager, l'idée phare, et pas rester en surface. Je trouvais que c'était assez puissant. Ok, je réfléchis si on a balayé tous les sujets. Je crois que on a parlé pas mal de trucs quand même, hein. C'était quand même plutôt cool. Ouais. Quand même pas mal de... Est-ce que toi, il y a un sujet, tu vois, qu'on n'a pas abordé là durant notre échange que tu voulais parler à tout prix ou aborder? Écoute, non, je crois qu'il y en a. Il y en a 1000, il y en a 1000 qu'on pourrait aborder en plus, mais là, on va perdre tout le monde. Ah, on refera un épisode. Non, non, je pense que ouais, ouais, on a abordé pas mal de sujets déjà. J'espère, enfin, merci à celles et ceux qui sont encore là. J'espère que c'était clair. Preneur de retour, s'il faut clarifier certaines choses. Mais non, non, c'est Ok, bien là déjà. ok. J'ai deux derniers trucs. Premier, est-ce que tu aurais un bouquin à nous recommander? Ça peut être sur le Oh, business, le personal branding ou purement un truc de dev perso, une fiction, peu importe. C'est quoi un bouquin que tu recommanderais? je regarde derrière moi parce que j'ai quelques bouquins dans cette salle. Euh, Un livre qui t'a marqué récemment, sinon? ouais. Euh, je suis en train de regarder. Tu veux un livre business ou un livre plutôt perso? Euh, Allez, les deux, soyons fous. J'aime pas faire des choix. hmm, ouais.
En livre, en livre business, on va commencer par un livre business. Euh, ouais, tu me poses une colle, il y en a plein qui sont top. Peut-être celui que t'offrirais à quelqu'un intuitivement. Ouais, c'est. Alors, il y a un gros pavé, mais il fait. C'est marrant, il est un peu perso et business. Mais c'est un gros pavé que je recommande. Moi, j'aime beaucoup les biographies. Mm. Et donc, t'as un gars qui s'appelle Walter Isaacson, qui est le meilleur biographe de notre époque, qui, Ok. qui écrit des biographies de gens soit vivants, soit morts. Et donc, il a passé 4 ans, les 4 dernières années, à côtoyer Steve Jobs dans les 4 dernières années de Mm. sa vie. Donc, il a passé 4 ans vraiment à le voir tout le temps. Et donc, il a écrit un livre qui s'appelle Steve Jobs, qui est sa Ok. biographie. Mais c'est pas un roman. En fait, il y a du business dedans, mais c'est vraiment un roman. Enfin, c'est un roman exceptionnel. Tu vois. Le Ok. gars, c'est un romancier, c'est un biographe de ouf. Et en fait, à travers la vie de Steve Jobs, tu comprends, parce qu'il a révolutionné à peu près 6 industries quand même. Et en Mm. fait, à travers la biographie de Steve Jobs, tu comprends avec, enfin, par quel paradigme business notamment, mais même plus que ça, croyance, et par quel paradigme est régie notre époque, tu vois. Mm. Parce qu'en gros, il a commencé, Steve Jobs, avant Internet, et il est mort, il y avait l'iPhone et Internet. Et donc, ça permet à la fois beaucoup de nostalgie et d'émotion, parce que il revisite des époques où le moment où Steve Jobs a révolutionné l'industrie de la musique, notamment, avec les rappeurs, avec Jimmy Iovine et Dr. Dre. Bah, c'est lui qui a inventé le stream. En fait, la musique à la demande, hein, tu n'achètes pas un album, mais juste tu écoutes une musique. Enfin, c'est Apple Music. Enfin, c'est lui qui l'a pensé, qui l'a créé. Il y a aussi comment il a créé Pixar, hein, qui a été ensuite racheté, par Disney. Enfin, donc là, l'industrie du cinéma. Enfin, voilà. Il y a pas mal, ça traverse beaucoup d'industries qui nous ont touchés, et moi qui m'ont touché dans mon enfance. Ça permet de comprendre comment tout ça s'est construit. Et donc ça, Steve Jobs. Et en plus, c'est un livre qui est un peu motivant au niveau business, parce que le gars, on l'aime ou on le déteste. Je sais qu'il aimait ou détestait, mais il réfléchissait d'une manière différente des autres. Et comme il est mort, Bien. ce qui est bien, c'est qu'on a du recul sur. Et il a eu le temps un peu aussi de faire un poids sur sa vie. À la fin, il savait quand même que ça allait pas plus durer très longtemps avec son cancer. Et ben, en fait, on a le recul sur son œuvre et son impact global. Et c'est, voilà, c'est un bouquin qui est super bien écrit, et qui est une épopée, qui traverse notre époque, qui est super intéressante. Et ensuite, Génial. sur du non, sur du non business, justement, moi j'aime bien un peu les polars là, donc j'aime bien les livres de Joël Dicker. Ok. Mm. Joël Dicker, qui est un écrivain suisse qui écrit très bien. Si vous le connaissez pas, faut lire la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Et Ok. là, et là, c'est bien, ça permet de déconnecter complètement. Moi, j'aime bien lire des livres non business quand même. Ouais, Un c'est. livre qui m'avait marqué et qui est cool aussi, Les Vertus de l'échec de Charles Pépin. Ah, Alors, il est lu et relu maintenant, mais je l'ai lu à un moment, et il était cool aussi. on l'a en commun celui-là dans la liste. Parce que c'est un livre que j'ai lu il y a un paquet d'années. Je pense que bien avant que je sois entrepreneur. Et je trouve que ça m'a beaucoup aidé. Moi qui à un moment donné dans ma vie, j'avais vraiment. Je pense que je l'ai toujours, hein, on l'a tous encore un petit peu, mais peur des fois de se tromper, etc. Et ce bouquin vraiment m'a fait des déclics et m'a fait comprendre aussi que, tu vois, d'un point de vue sociétal, en France, on est quand même dans une culture où l'échec est très mal vu, dès l'école, etc. En entrepreneuriat, c'est pareil. Alors que dans d'autres parties du monde, je pense notamment aux États-Unis, où au contraire, on va pousser les gens à se tromper le plus vite possible pour apprendre, etc. Et pour ceux Ouais. qui sont Très facile à entrepreneurs, lire en plus, hein. ultra simple, très concret. Moi, j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Je le recommande aussi. Et merci pour les Et, deux autres et, bouquins et, aussi. et ouais, tu vois, je me rends compte en parlant de ce bouquin, Les Vertus de l'échec, pourquoi je le recommande, c'est parce qu'il utilise à chaque fois des parties de biographie pour décrire. Il va Hmm, parler de Raphaël Nadal, et ouais. de ses échecs avant de devenir, l'un des plus grands tennisman de notre époque.
il parle de Charles de Gaulle et de sa vie qui n'est qu'une succession d'échecs avant le succès qu'on lui connaît, mais qui arrive, il était déjà dans la dernière partie de sa vie en fait. Donc il parle à chaque fois, il s'intéresse à la vie de beaucoup de gens pour illustrer les échecs et les réussites et toutes les leçons qu'on peut en tirer. Donc c'est super intéressant parce qu'il part sur des gens qu'on connaît comme étant des gens qui ont réussi. Et en fait, il raconte souvent tous leurs échecs avant. Et parfois, on se rend compte que c'est des gens qui ont réussi tard, en fait. C'est ça. Et jamais trop tard. C'est ça. Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on te suit, Mathieu? Bon, évidemment LinkedIn, mais si on devait, pas pour tous les auditeurs, auditrices qui ont bien résonné avec tout cet épisode, où est-ce qu'on les renvoie? Oui, alors mon LinkedIn, pour me suivre, me contacter, suivre mes contenus plutôt courts. Mon podcast qui s'appelle Bonne Réputation, qui parle de personal branding à travers des cas concrets, puisque j'interviewe des gens Hmm, qui ont développé des belles audiences qui est et ils ont excellent. chacun une histoire différente. Donc là, on rentre vraiment dans le concret. Ça peut donner un petit shot d'inspiration. Ça s'appelle Hmm, Bonne Réputation, dispo sur toutes les plateformes. Et j'ai une newsletter qui s'appelle Le Carnet de Mathieu. C'est un peu mes notes, mais que je débriefe de manière cohérente. Et ça permet d'avoir un contenu de stock long qui est. J'essaie de faire d'adresser des macro thématiques là-dessus et de donner du concret avec des templates, des méthodes. Donc ça, c'est ma newsletter. Mais globalement, on peut tout trouver à partir de mon profil LinkedIn. ok. Donc voilà. Je mettrai tous les liens. Je te remercie pour cet épisode, Mathieu. Merci pour toute la valeur que tu as apportée. Et puis, bah, ça fera sans doute un second épisode à un moment donné, parce qu'il y a plein de sujets que j'avais encore, mais on n'a pas eu le temps de tout voir, et ça laissera de la place pour un prochain épisode. Merci, Matt. À bientôt. Merci à toi et Allez, merci à toutes et tous pour votre écoute. Salut! merci. Ciao, ciao.